chers téléspectateurs, amis fidèles de Tchad 24. C'est un réel plaisir de vous savoir toujours à l'écoute sur cette chaîne que vous pouvez suivre via les réseaux sociaux, notamment Facebook et bien entendu sur le bouquet Ilnet. En attendant la bonne nouvelle et les surprises agréables par rapport au fait que d'ici quelques temps, juste après les fêtes, nous allons probablement passer sur satellite. Merci de nous honorer de votre fidélité et de votre présence. Comme tous les dimanches, dans le cadre de nos émissions, nous vous mettons ce dimanche, une fois de plus, en exergue l'émission Zapresse, entourée bien entendu de ceux et celles qui, au Tchad, sur 1 284 000 km², font vivre, en fait, essayent de se battre pour que la presse au niveau national puisse tenir. Je tiens de suite à remercier Abbé Abel, directeur de publication de la Suggestion. Merci de répondre à l'invitation. Bonne fête. C'est une fête, vraiment, aujourd'hui? C'est une fête pour nous, oui. Une fête bon an, mal an, hein, avec coronavirus, le confinement, le couvre-feu. Tout ça, donc, avec cette situation, on ne peut pas la célébrer. Mais nous souhaitons que la situation soit remédiée et l'année prochaine, on peut se rattraper le tir. Le sous-directeur de veille et d'analyse et d'information au ministère de tutelle est là, mais il est là en tant que journaliste, je le précise, et il est même dans ce qu'on appelle les mesures de prudence par rapport au Covid-19. Tout le monde connaît, au Tchad et même ailleurs. Ben Malala, merci. Merci Moubarak pour cette invitation. Marie, c'est bon, on l'entend, malgré... Merci Moubarak pour cette invitation. Merci et bonne fête à l'ensemble des journalistes. Et je voudrais aussi à cette occasion tirer chapeau, féliciter les journalistes qui, après les médecins, les infirmiers, les sages-femmes et autres, et les forces de défense et de sécurité qui essaient d'assurer notre sécurité et qui font le suivi et la mise en application des règles édictées par le gouvernement en ce qui concerne la lutte contre le Covid-19. Il y a au troisième rang les médias, à travers les journalistes qui font un travail de sensibilisation, qui, il faut le rappeler, ils le font de moyens de bord. Jusqu'à preuve du contraire, aucune structure, ni étatique, ni une ONG, n'a daigné voler au secours de ces médias, ne serait-ce que pour les accompagner, les soutenir, afin qu'ils fassent leur travail de sensibilisation dans le Covid-19. Donc je voudrais à cette occasion, combien de fois importante, surtout la journée de la liberté et de la presse, dire qu'aujourd'hui le monde est fait des médias, est fait des journalistes. Sans les journalistes, tout ce que vous faites, tout ce qu'on fait est voué à l'échec. Donc merci une fois de plus à mes confrères, merci. J'ai comme l'impression de dire que c'est vous qui faites la vie. Merci. Ben, qu'est-ce qu'il fait de ce jour, malgré tout, malgré les hicks et les quoi? Qu'est-ce qu'il fait de ce jour une journée spéciale pour les journalistes? On ne le sent pas. Oui, c'est le 3 mai, certes, mais bon. Nous, vous savez, nous commémorons aujourd'hui cette 27e édition de la journée de la liberté de presse dans un contexte assez particulier, surtout celui de la lutte contre le coronavirus, le Covid-19, où il y a des mesures qui ont été édictées et qui a limité les manifestations. Sinon, depuis le Tchad, comme les autres pays du monde, commémore à travers les journalistes cette journée avec faste. Il y a eu des activités, des conférences débats, des déclarations, des matchs de football, des journées de brassage, des voyages à travers à l'intérieur du pays, tout ça. Mais malheureusement aujourd'hui avec cette situation, nous ne pouvons pas organiser. Et comme l'a dit hier le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement dans sa déclaration, nous commémorons cette journée dans un cadre strictement fermé qui
qui est celui de se limiter seulement au niveau des déclarations et autres. Parce que si nous allons à l'encontre de ces mesures, ça veut dire que nous remettons en cause nous-mêmes notre travail de sensibilisateur. Mais nous estimons que jusqu'à preuve de contraire, même aujourd'hui, ce 3 mai, nous la considérons comme une autre journée parce que le journaliste n'a plus de repos, que ce soit sa journée de fête, que ce soit son jour de repos, il est toujours au travail. Donc, malgré que les situations sont dures, il y a le couvre-feu et autres, les journalistes, malgré tout ça, on se bat. Et là également, on nous prend au travers. Il y a eu des journalistes qui ont subi un certain nombre de choses. Ils ont été brutalisés, ils ont été gardés pendant des heures dans certaines structures de sécurité avant d'être relâchés. Donc c'est pour vous dire que la journée... Est-ce que ces journalistes avaient leur laissez-passer? Est-ce que ces journalistes se sont présentés comme tels? Qui donne ce laissez-passer? Qui autorise les journalistes? That is the question. Ahmad Haroun-Lari, société civile, ta présence sur ce plateau. Comment ça se passe entre la société civile et les journalistes? Ça se passe bien? Vous êtes ensemble pour pouvoir faire avancer les choses? La société civile, les journalistes, nous sommes tout de même le 3 mai. Merci. Moubarak, pour rappeler que les journalistes aussi sont les acteurs de la société civile. C'est les acteurs les plus importants. Parce que sans les journalistes, la société civile n'est rien. Toutes les revendications, tous les suivis et évaluations des politiques publiques que les acteurs de la société civile ou même les partis politiques qui réclament ou dans leur suivi, c'est les journalistes qui le couvrent. Si aujourd'hui les journalistes n'ont pas couvert un événement, ça veut dire que comme vous n'avez rien fait. C'est pourquoi certaines personnes attendent que les journalistes viennent avant de commencer. Exactement. Si les journalistes ne viennent pas, ils ne commencent même pas. Donc, du coup, les journalistes, ou surtout la presse en général, c'est le 3e pouvoir. Pas pour revenir pour dire certains qui disent 4e. C'est le 3e pouvoir. Certains disent même que c'est le pouvoir absolu. C'est le pouvoir absolu aussi, parce que c'est les acteurs d'information et de désinformation. Si vous voulez construire une nation, il faut avoir une presse forte, outillée, bien contrôlée, parce que c'est la presse qui va véhiculer votre idéologie politique. C'est la presse qui va véhiculer l'idéologie du parti ou de la nation. Si la presse n'est pas bien outillée, si elle est négligée, ça veut dire que tout ce que vous faites n'aura pas d'impact. Parce que pour impacter les autres, il faut que la presse s'accapare. Et il faut que la presse fasse son travail comme il le doit, et pour vous permettre aussi de revoir votre politique, mais aussi permettre à la société de se voir à travers ces journalistes, à travers ces médias, avec leur diversité, et de changer leur mentalité en général. Donc sans la presse, nous sommes bien. Bara Bewai. Bonne fête d'épée. Merci. Le haut-parleur, ça va bien? Oui, le haut-parleur, ça va. Le dernier tirage, c'était quand? C'était le 9 mars. Et c'était sur le Covid-19? Oui, on a parlé un peu de la guerre contre Boko Haram, Covid-19. Donc on a titré Idriss Déby entre deux guerres, parce que si on voit bien, il y a le Corona qui est là, il y a les djihadistes de l'autre côté. Donc le président de la République était obligé de s'habiller, prendre sa tenue militaire. Son tri, laisser son palais. Oui, laisser son palais. En même temps, de là-bas, il voit aussi comment les choses se passent pour lutter contre le Covid-19. Voilà. Ben, je me retourne vers toi parce que ça va me gêner ce que je vais dire. Hein. Je suis étouffé, donc je suis obligé de... Soyons sérieux, ce n'est pas évident de parler dedans. Sincèrement, moi, j'ai testé l'expérience plusieurs fois. En termes de mesures de sécurité, oui, mais bon, quand on souhaiterait, comme nous, tous les jours, user de ce que nous avons comme langage de communication pour mieux informer, ce n'est pas évident. Non, mais en utilisant le cache-nez, Ben est en train également de montrer... Mesures barrières, montrer l'exemple. Mesures barrières, parce qu'on est en direct Exactement. sur une grande télé, Exactement. comme Chat 24, Oui. il faut à ce que les journalistes montrent aussi l'exemple. Merci beaucoup Ben. Je vais taire le nom de ce journal qui a publié il y a 2 semaines, Larry, c'est ça? Il y a 2 semaines. Le journal a ironisé la victoire méritée d'Idriss Déby Itno sur le champ de bataille. Un journal connu au Tchad. Peut-on, quand un chef d'État décide de quitter son palais, aller encourager les militaires sur le front? Je tiens à préciser que lui-même c'était un stratège militaire.
je crois qu'actuellement à Paris, même l'opposition, ils se sont joints derrière Macron pour essayer de lutter contre Covid-19. N'y a-t-il pas des causes qui peuvent sous-tendre et justifier le fait que ce soit un journal d'opposition, on doit se centrer sur ces causes justes avec cette guerre asymétrique qui dure depuis quelques années pour permettre ici au chef d'État de mieux pousser les rebelles ou ces guerriers d'un autre genre, Boko Haram, hors du territoire et pour mieux se concentrer sur l'essentiel. Parce que sans la paix, rien n'est possible. Moi, je crois qu'il faut quelquefois se dire un certain nombre de vérités. Un chef d'État, le président de la République, au Tchad comme ailleurs, il est le garant de la sécurité. Tout à fait. Il est le garant de tout ce qui peut aider ses compatriotes à vivre dans la tranquillité, dans la paix. En dehors de ça, il est non seulement le chef de l'État, mais chef suprême des armées, qui a décidé lui-même d'être sur le terrain et puis conduire les opérations donc, de la colère de Bohoma. Aujourd'hui, si je suis les médias un peu en Afrique de l'Ouest, si je vois un peu les internautes, je lis un peu les internautes au niveau de l'Afrique de l'Ouest, je crois qu'ils sont plus heureux, plus fiers que les Tchadiens de l'intervention donc, du Tchad et surtout de la présence du chef de l'État sur le terrain. S'il y a un journal qui trouve que ce n'est pas une victoire méritée, s'il y a une partie ou bien quelques chefs des organisations de la société civile qui estiment que le chef de l'État est en train de faire du folklore pour plutôt justifier un certain nombre de choses, c'est leur droit le plus absolu. Mais honnêtement parlant et en bon tchadien, je crois qu'il ne faut pas s'amuser avec un certain nombre de choses. Lorsque le chef de l'État, personnellement, au risque de sa vie, au péril de sa vie, descendre sur le terrain pour combattre les djihadistes de Boko Haram. Il ne s'agit pas ici de guerre de l'opposition armée tchadienne contre le Tchad. Il ne s'agit pas, nous ne sommes pas sur le terrain politique, mais nous sommes en face d'un ennemi commun qui est Boko Haram. Ça, je crois qu'aucun Tchadien n'a le droit de fustiger la descente sur le terrain du chef de l'État ou de remettre en cause la victoire de nos forces de défense et de sécurité. Ils sont en train de mourir pour la cause de la sécurité, de la paix, pour sauver des Tchadiens. Et s'il y a un Tchadien qui se soustrait de cet élan de solidarité, de cette obligation morale, je pense qu'il y a une matière à réflexion. Et je pense qu'honnêtement, un Tchadien ne peut pas se permettre de remettre en cause l'opération Bohoma. Voilà. Abbé Abel, directeur de publication de la suggestion, quelle a été votre ligne éditoriale par rapport au fait que le chef d'État décide personnellement? Il pouvait rester au palais avec les téléphones satellitaires, mais il a décidé, étant stratège militaire, d'être sous le front. Quelle a été, comment avez-vous analysé Bon, nous, par rapport à notre ligne éditoriale, nous soutenons cette initiative du président de la République pour venir de lui-même motiver ceux qui sont censés désécuriser les Tchadiens, en particulier la force de défense et de sécurité. Et c'était ce que vous avez, c'était votre ligne éditoriale par rapport à votre parution? J'ai vraiment encouragé cette mesure personnelle, ou soit cette initiative personnelle du président, d'être sur le terrain, accompagné des troupes pour martyriser cette secte-là qui avait décimé beaucoup de Tchadiens. En N'Djamena, nous avons vécu cela en 2013. Et c'est une lutte qu'on ne devrait pas se retirer pour dire pourquoi le chef de l'État ne peut pas rester au palais et il vient sur le terrain. On devrait le soutenir dans ça. Ça, c'est mon point de vue. Pour ceux qui disent que pourquoi le président vient sur le terrain et il devrait rester dans son salon pour communiquer via téléphone avec ceux qui sont sur le terrain, c'est une motivation. C'est pour prouver qu'il n'est pas seulement pour les affaires qu'il gère au bureau, mais il est également sur le terrain pour défendre sa population. Donc c'est un homme
qui font dans la communication globale, surtout les journalistes, avec comme thème central le journalisme sans crainte ni complaisance. Le journalisme sans crainte ni complaisance. Nous allons aller à Liège, c'est du côté de la Belgique, avec un confrère dans la confraternité. Il s'appelle Luc Michel. Il va ici essayer de nous brosser à peu près le tableau ou les tabloïds, n'est-ce pas, de la presse. Comment est-ce que ça se passe de l'autre côté par rapport à nous ici en Afrique? Est-ce que les presses en Afrique sont plus ou moins libres? Luc Michel donne son avis. Et après, on va se retrouver sur ce plateau et en débattre avec les confrères qui m'entourent. Vous êtes sur Tchad 24. À tout de suite. Bonjour à vous, mon cher Moubarak. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission dominicale sur la presse. Je salue l'équipe technique de Tchad 24, sa direction et nos frères tchadiens. Vous savez que depuis plusieurs années, je me suis toujours engagé aux côtés du président Idriss Déby Itno pour défendre le Tchad et les Tchadiens, pour empêcher la déstabilisation du pays. Les Tchadiens, je les considère comme mes frères. Je leur apporte mon affection, en particulier dans ces temps difficiles où frappe la pandémie. La presse et l'explication de la presse africaine, c'est important. Il y a depuis plusieurs années une grande opération de déstabilisation des médias africains. Il est pratiqué à partir de l'Occident par un certain nombre de journaux occidentaux qui ont parrainé ce qu'ils appellent sans rire les nouveaux médias africains. Derrière ceux-là, il y a notamment les réseaux de Georges Soros et de ses complices, Mo Ibrahim et Bill Gates. Il y a une grande fondation sud-africaine financée par Soros qui s'appelle Osiwa en Afrique du Sud. Elle finance ces nouveaux médias jusqu'en Europe. Le Monde Afrique, par exemple, qui est l'édition africaine du Monde, qui désinforme en permanence, eh bien, elle est financée par Osiwa. C'est, pourquoi pas le dire, c'est un ami et il aime bien de temps en temps nous accompagner et donner son avis, que ce soit sur Tchad 24 ou bien entendu sur Afrique Média. Il est du côté de la Belgique. Monsieur le directeur de publication du journal Au Parle, Bayrabe Ouai. Alors, Luc Michel, quelque chose à dire ou à redire par rapport à ces propos? Oui, sur la manipulation de la presse en Afrique, qui très souvent, on fait, peut-être je vais aller tout de go, on fait du copier-coller par rapport à ce qui vient de l'autre côté. Bon, la manipulation ici de la presse en Afrique est une réalité, parce que si on voit bien, certaines presses ne disent pas la vérité. Les gens se cachent derrière certains organes pour régler les comptes ou pour tirer sur les autres. Ce que Luc Michel vient de dire est une réalité en Afrique. Et le véritable problème, c'est quoi? C'est que la majorité des médias, que ce soit au Tchad, qui est encore une jeune démocratie, ne sont pas libres. Pourquoi? Parce que les moyens d'abord, pour gérer par exemple un organe de presse ici au Tchad, vous, voilà que vous avez duré au Tchad, vous connaissez les réalités, je n'ai pas besoin de vous le dire. Si on prend par exemple sur ce plateau, on est deux directeurs de publication des journaux. Je parle sous le contrôle de mon confrère de l'association. Ben Malala aussi, il s'y est tenté, hein, il s'y connaît, il va également nous donner son point de vue. En ce moment, je suis promoteur d'une radio FM. Voilà, je veux parler ici du coût de l'impression. Je voulais ici parler de la presse écrite. Je voulais un peu parler ici du coût de l'impression, c'est ce qui tue la presse écrite. Tout à fait. Parce que pour imprimer ne serait-ce que 1000 à 2000 exemplaires, il faut débourser des millions. Vous pouvez vous renseigner auprès des imprimeurs qui sont ici et ils ne vous diront pas le contraire. Là, c'est quand on tire en hebdo. Non, qu'on tire en hebdo ou qu'on tire en mensuel, ça dépend.
Mais l'impression ici, ça veut dire, imaginons qu'on tire un seul journal, ça veut dire un seul numéro par semaine. C'est beaucoup d'argent. Et l'imprimerie, par exemple, tire un seul exemplaire à 400 quelques. Et s'il faut vendre ça à 500 francs sur le marché, mais qu'est-ce que le journaliste... L'imprimerie dit que c'est également les coûts, par exemple l'électricité, etc. Non, mais on est en train de parler le même langage. C'est pour dire qu'aujourd'hui, si la presse, ici au Tchad, est manipulée, c'est parce que l'État tchadien, disons les choses en face, l'État tchadien a mis des mécanismes sur pied pour casser les gens, pour casser la presse, pour ne pas que les journalistes puissent imprimer comme il le faut. Donc il faut les casser parce que ça fait déjà plus de 4 ou 5 ans où on n'a même pas reçu un fonds. Alors que la loi sur la presse tchadienne dit quoi? L'État doit subventionner la presse chaque année. Mais on ne voit pas cette subvention. Et dernièrement, on a fait d'abord beaucoup de bruit et ils nous ont donné des miettes. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est un mécanisme mis sur pied ici par l'État tchadien même pour compresser. Et si vous voyez bien, beaucoup de journaux ne paraissent pas comme il le faut. Voilà. Il faut d'abord des apparitions sporadiques. Voilà. Il faut d'abord louer un local, un siège. Acceptable. Voilà, un siège. Il faut les gens qu'on embauche, on les paye. Certains ont le siège même dans le sac. Voilà, l'impression, tout ça. Donc moi, je n'ai pas besoin de passer par 4 chemins. Je dis clairement que c'est un mécanisme que l'État a mis sur pied pour casser, pour fermer certains journaux. Mais nous, Dieu merci, comme je l'ai toujours Justement, dit. comment le haut-parleur fait pour résister? Voilà, le haut-parleur, je me rappelle en 2014, quand nous avons lancé le journal, les confrères m'ont posé la question. Moi, je leur ai dit que moi, je suis un Sao. Et si vous connaissez bien l'histoire des Sao, le Sao, on a appris à l'école, les Sao transportent même un éléphant, ils peuvent transporter même 2. Moi, je suis un Sao. C'est comme ça que j'ai su et j'ai pu garder ou faire fonctionner le haut-parleur jusqu'à nos jours. Voilà. Ahmad Haroun Lari, les propos de Barirabe Ouai, le directeur de publication de haut-parleur, ça met carrément en exergue les difficultés de la presse pour s'en sortir pratiquement, on peut le dire, hein. Les directeurs de publication essayent de tirer le diable par la queue. En tant que société civile, comment ça se passe? Est-ce que souvent Ahmad Haroun Lari est rapproché par des confrères qui peut-être se plaignent? La guerre asymétrique de Boko Haram qui coûte des milliards à la caisse de l'État, peut-être ne permet toujours pas à l'État de répondre à ses exigences par rapport à la presse parce que la défense nationale coûte les yeux et la tête. Le prix du baril du pétrole a chuté. Comment est-ce qu'on peut remettre tout cela à flot malgré cette crise économique ambiante? Moi, ce que je constate, je suis parfaitement d'accord avec lui. Vous savez, on est en guerre. La presse, c'est l'arme suprême, plus que tout autre. Dans une guerre, il faut avoir la communication. Dans la guerre asymétrique, Boko Haram, AQMI, Daesh, tous les autres, ils ont su rectifier leur communication. Ils utilisent les moyens technologiques pour diffuser leur communication. Tous les attaques. Mais nous, on a la chance que la presse est là. Si on commence à entretenir une armée, si on commence à parler de la défense nationale, la première des choses qu'il faut repenser, c'est la communication. La communication ne devient pas comme ce que tout le monde sont devenus des journalistes. N'importe qui commence seulement sur Facebook, dit n'importe quoi. La presse qui est là, c'est une chance pour nous. Et l'État, au lieu de les laisser comme ça souffrir, l'État doit sauter sur cette occasion. La direction de communication militaire doit s'organiser avec les autres organes de presse à chaque temps pour les montrer les lignes éditoriales du Tchad. Et les autres, chacun a son ligne éditoriale. Mais la défense nationale doit être, la communication de la défense doit être respectée par tout le monde. Et pour ce faire... La défense nationale ne compose qu'avec la presse nationale. Je préfère m'arrêter là. Hein. On a souvent tendance à négliger la presse dite privée. Même la presse nationale, ils souffrent, ils n'ont même pas à manger. Il faut partir le voir, ils souffrent tellement. Donc, on a construit ces joyaux architecturales sans précédent en Afrique. Oui. Et les journalistes regardaient comment, même pour faire les reportages, là, ils ont faim parfois comme ils tombent. Parce qu'ils n'ont pas bien mangé. Imaginez, lorsqu'ils n'ont pas de fonds, même presse nationale, les sont privés là, parce qu'ils sont ils font la suicide.
Parce que tu fais l'investigation, tu es journaliste et tu commences à chercher des informations pour publier quelque chose, tu es en danger permanent. Les investigations. Les investigations, parfois tu tombes sur les filets parce que tu oublies, parfois tu rates certaines choses. Parce que pour avoir les vraies informations, il faut payer. Et pour payer, il faut aussi avoir des preuves si tu publies quelque chose. Et si tu ne fais pas attention, la loi va te frapper. ONAMA est là pour te contrôler. Mais pour ce faire, il faut lui donner des moyens. Non, ce n'est pas ONAMA. C'est Oui, Hama. oui. Hama qui va te sanctionner. Et si tu n'as pas de moyens, tu ne peux pas être objectif. Celui qui te paye, comme Luc Michel a dit, il y a des pays qui ne veulent pas les biens de l'Afrique, qui financent certains organes. Et celui qui te finance, il te commande. Ils ont leurs exigences. Celui qui paye ordonne. Ordonne clairement. Et si nous, par exemple, l'État veut que la presse contribue à l'amélioration des politiques nationales, au visage, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, il faut qu'on appuie les journaux, appuie les presses locales pour que même dans les lycées, au lieu de les envoyer lire les romans de français quelque part, ils lisent les journaux pour qu'ils apprennent l'information, l'actualité nationale. Donc ils seront éveillés. Mais pour ce faire, il faut que l'État fasse ça. Et l'État, on a tendance, ce n'est pas parfois, moi je constate que l'État fait tout. Mais s'il y a des individus pour leur propre intérêt, ils attaquent la presse. Parce que ces individus, beaucoup de gens, excusez-moi, mais ils sont des responsables, mais ils ne comprennent même pas le rôle de la presse. La presse est là, n'est pas pour seulement être contre le gouvernement, non. La presse est là pour appuyer le gouvernement, appuyer l'État dans la réalisation de tous ces objectifs de développement durable, tous ces objectifs de développement national. Donc pour atteindre le PND, l'État absolument doit soutenir la presse. Ce n'est pas seulement par les paroles, mais les actes. Ben Malala, comment soutenir la presse locale, la presse dite privée, pendant ces moments de récession économique extrêmement difficiles? Comment l'État pourra jongler et juguler avec les peu de moyens économiques pour que la presse dite privée puisse également suivre? Car sur le terrain, tout le monde le sait, ça ne va pas. Alors moi je voudrais d'abord dire que tout dépend du climat, tout dépend de bonnes relations entre l'État et la presse nationale. Aujourd'hui, les difficultés sont d'ordre structurel, organisationnel et professionnel. Nous avons tant de difficultés et de défis à relever. Mais Ben, il y a une grosse différence entre la presse nationale et la presse privée. La presse dite privée, ça se sent sur le terrain. Oui, mais effectivement, attendez, un organe de presse, c'est quoi? C'est une entreprise. Oui. Une entreprise de presse, elle est régie par sa propre organisation. Et si aujourd'hui, vous avez votre politique, votre ligne éditoriale, votre politique éditoriale, il faudrait aussi avoir le moyen de sa politique. Je ne peux pas me permettre de créer un journal ou une radio et puis attendre la subvention de l'État pour fonctionner. Ça ne marche pas dans tous les États. On a dit que c'est une subvention. Le fonds d'aide à la presse, c'est quoi? C'est un fonds d'aide à la presse. Même si on donne, même si ça tombe, je crois que ça ne peut pas arranger les médias. Les médias doivent s'organiser. Quand bien même qu'ils ont des difficultés d'ordre économique sont connues de tous. Aujourd'hui, les médias, les portes des annonces de publicité sont hermétiquement fermées parce que nous n'avons pas assez des entreprises où il n'y a pas de concurrents. Il n'y a pas assez de concurrence pour que les gens puissent aller vers les médias pour communiquer. Et donc, pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, pour créer une entreprise de presse au Tchad, il faudrait d'abord faire l'étude de marché. Nous nous sommes lancés, par exemple, moi en 2003, je me suis lancé dans cette aventure-là jusqu'en 2006, 7, 8. J'ai fermé pour des raisons économiques parce que même les médias entre eux ne s'entendent pas. À l'époque, il y avait ce fameux AEPT-là qui est devenu un cercle. L'AEPT, c'est l'Association des éditeurs de la presse privée au Tchad, qui est pratiquement un cercle qui refuse l'entrée des autres médias dans ce cercle-là. Et dès que tu n'es pas membre de l'AEPT, tu n'as pas accès aux publicités telles qu'à RTL et puis Tigo. C'est comme ça que les gens nous ont étouffés. Non seulement le pouvoir public est en train de contribuer à tuer la presse, mais également les médias entre nous-mêmes. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Aujourd'hui, vous allez trouver des organisations professionnelles, des organisations de médias qui se regroupent en 4 ou 5, 6 et puis qui se tirent entre eux. Il faudrait que nous-mêmes, au niveau des médias, qu'on prenne conscience, qu'on s'entende, qu'on soit unis, qu'on soit solidaires pour qu'on ait une seule voix et puis aller vers l'État. L'État est là, l'État est preneur. L'État est preneur, mais il prend qui?
Il prend comment? Pas dans le désordre. Aujourd'hui, s'il trouve que tel regroupement l'arrange, il essaye d'aller vers ce regroupement. Bon, c'est ça la politique, hein, ce que les gens sont en train de faire. Mais de toutes les manières, je dis aujourd'hui, si vous voulez que les médias tchadiens puissent vraiment être de véritables moyens de communication, être indépendants, être tout ça, il faudrait que les gens soient structurés, soient organisés. Je suis un directeur de publication, je ne suis pas le directeur commercial, je ne suis pas le signateur de l'autre là, je ne dois pas mélanger les recettes ou bien l'argent du journal avec l'argent de ma poche, je ne dois pas avec cet argent payer l'école de mes enfants, je ne dois pas avec cet argent acheter une voiture à moi, aller prendre ma bière avec. Non, c'est un problème d'organisation. Et on se connaît dans ce milieu-là. Aujourd'hui, il n'existe aucune structure sérieuse qui aujourd'hui, si on demande un bilan de ces activités annuelles avec des documents comptables, on aura des problèmes. En dehors de quelques-uns, je ne peux pas dire que c'est quelques-uns. Et c'est lié à quoi? On se lance dans une aventure où on n'a même pas un capital de 2 ou 3 millions. Il faudrait lancer le premier numéro pour aller courir derrière chercher l'argent. D'un deuxième numéro, vous aller chercher une annonce, on te donne l'annonce, le journal est au niveau de l'imprimerie, alors que l'annonceur n'a pas donné l'argent, l'imprimeur dit que non, tant que je n'ai pas eu mon argent, je ne donne pas. Les difficultés, et puis les journaux meurent de leur belle mort. Zapresse, vous êtes sur Tchad 24, en direct bien entendu sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous joindre, chers téléspectateurs, au 62 40 54 79. En principe, cela devrait défiler en synthé pour que vous puissiez nous interconnecter, pour qu'on puisse être ensemble, ou alors au 91 31 11 45. 91 31 11 45. 62 40 54 79. Donnez votre avis sur ce que vous pensez. Ah, voilà, merci beaucoup à Marie et à Amat. Donc, vous pouvez nous appeler et ensemble, nous allons essayer d'avancer. Vous allez nous donner votre point de vue, si bien entendu vous avez quelque chose à dire par rapport à cette journée 27e du JAR, concernant la presse au niveau du Tchad. Abbé Abel, directeur de publication de La Suggestion. Je pense pour ma part que peut-être la presse locale reste centralisée vraiment sur le plan local. 1 284 000 km. Très difficile de voir des analyses de projection hors du Tchad. Et ce genre d'appel de balles ne pousse pas peut-être des sponsors que l'on peut attraper hors du pays, à s'intéresser, à venir renflouer les caisses par exemple, de la suggestion. Comment ça se passe, Abbé, gérer le personnel, s'auto-gérer? Ben Malala dit quelque chose de vraiment spécial. Est-ce qu'Abbé arrive à faire la différence entre sa poche et le compte du journal La Suggestion? Dès que Abbé a lancé, n'est-ce pas, cette publication en thème, je crois que La Suggestion, ça doit être hebdomadaire. Non, c'est trimensuel. Trimensuel. Chaque 10 jours. Je comprends. Et donc, comment ça se passe? Après chaque 10 jours, Abbé se met à réfléchir, à transpirer pour voir ce qui va se passer dans les 10 autres jours à venir. Comment ça se passe, Abbé? Comment on jongle dans ces labyrinthes-là pour être visible sur le terrain tous les 10 jours? Merci, mon confrère. Justement. de faire il a mis les pieds dans les tris. Tout à fait. Bon, vous voyez, comme Benara vient de dire, c'est pas facile. C'est pas facile. Nous nous sommes donnés pour ce métier. Parce que nous voulons contribuer, nous aussi, dans le développement. C'est parce que Abbé Abel a cherché ailleurs, ça n'a pas marché, il est venu. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est par vocation. Oui, c'est par vocation que nous sommes là, sur le terrain, pour aider notre gouvernement et sa politique pour qu'on puisse apporter la contribution de la presse. Pour qu'on puisse le soutenir aussi dans ses activités et attribuer aussi, apporter aussi nos contributions pour que
les gens puissent analyser ce que le gouvernement tchadien le fait. Mais nous pensons que nous nous sommes trompés. Au début, nous attendons que le gouvernement du Tchad devrait nous accompagner dans ce cadre. Nous avons lancé de nos propres poches, comme vous venez de dire dessus. Nous ne bénéficions d'aucun soutien, quelque part, comme c'est par vocation que nous nous sommes donnés. Et depuis aujourd'hui 5 ans. La suggestion à 5 ans? Non, la suggestion est lancée depuis 2007. 2007. 11 novembre 2007, la suggestion est lancée. Aujourd'hui, jour pour jour, nous avons une décennie. Mais les obstacles ne nous manquent pas. Aujourd'hui, si vous ne voyez pas constamment la suggestion dans les kiosques, c'est dû à ces difficultés. Comme Ben Malala avait dit, entre-temps, quand nous avons lancé, on a une association, le nom Association des éditeurs de la presse privée du Tchad, qui s'est accaparée de toutes les publicités. Et ils écrivent aux partenaires qui leur donnent des publicités que voilà, ça, c'est des jeunes qui n'ont pas fait de l'expérience dans le domaine et il faut qu'il ait d'abord 5 ans pour se faire intégrer dans leur association. Et les entreprises auxquelles nous venons vers eux pour avoir des publicités, on nous brandit que la liste des membres de on nous dit votre association. De votre. Donc, vous voyez, c'est ça un peu le problème. Aujourd'hui, si presque les médias meurent, c'est à cause de cette politique tordue de nos aînés qui devront aujourd'hui nous accompagner le pas afin qu'on se ressemble à eux. Voilà. Bahira Bewai, je me dis que peut-être Abbé Abel, les aînés ne sont pas là. On peut peut-être se permettre, n'est-ce pas, de leur porter envers eux des accusations. Ils ne sont pas là pour se défendre. C'est le cas du journal Le Haut-Parleur. Est-ce qu'il a raison, Abbé Abel, dans ses propos? Avant de revenir à ce que mon confrère Abel a dit, je voulais d'abord dire quelque chose par rapport à ce que Ben Malala a dit. Ce que Ben Malala a dit est une réalité. Mais moi je m'inscris en faux. Pourquoi? Parce que les réalités du Tchad ne sont pas les réalités d'autres pays. Tout à fait. Si vous voyez bien, on a embrassé ce métier, ce n'est pas pour l'aide à la presse, c'est par vocation. Comme venait de dire notre Ahmad Haroun Lari, Ahmad Haroun, société civile. Voilà. Les journalistes, la presse ici, fait partie de la société civile. C'est pour défendre les intérêts. Sinon, il n'y a pas d'école de journalisme au Tchad. Il n'y a aucune école de journalisme au Tchad. Et pourquoi des jeunes ambitieux vont embrasser ce métier? C'est pour défendre les intérêts. C'est pour défendre les intérêts. Et comment, si vous voyez bien... Bahiraï Ouai s'est retrouvé dans ce métier? Moi, j'ai suivi les aînés, parce que moi, dès mon jeune... Moi, je sais que Ben Malala a été formé au Niger, oui, je le sais, par exemple. Dès mon jeune âge, oui, j'ai dit que je vais défendre les droits humains. Et ma formation, moi, je suis juriste de formation. Je ne suis pas journaliste de formation parce qu'il n'y a pas l'école de journalisme au Tchad. Si il y a une école de journalisme au Tchad, on allait partir et puis gérer. Le Haut-Parleur n'a pas de soucis, par exemple, avec Hama? Ça non, va, la Hama, ici, est une machine qui est mise sur pied pour torpiller la presse. Une machine de répression. Voilà, une machine de répression. C'est trop fort ce que Ouai dit. Non, non, c'est pas trop fort. J'assume ce que je dis. La Hama est une machine pour torpiller le coup à la presse tchadienne. Parce que si vous voyez bien ce que la Hama dit, vous avez duré ici au Tchad, vous connaissez la manœuvre de ces gens. Moi, en 2015, quand j'étais torturé par les hommes de ce pouvoir, j'ai quitté le commissariat central, béant de sang. Je suis entré à la Hama, on m'a chassé comme un malpropre. Et ils sont là, ils ne peuvent pas dire le contraire. Donc je dis, et je contrôle ce que je dis, la Hama est une machine pour torpiller la presse tchadienne. Alors que la loi dit que la Hama doit plutôt aider la presse tchadienne. Mais elle fait le contraire. Et imaginons des personnes qui sont là-bas nommées à la Hama,
C'est des personnes qui ne savent même pas quelles sont les réalités de la presse tchadienne. Qu'est-ce que la presse privée est en train d'endurer? Il ne faut pas avoir peur des mots. Qu'est-ce que la presse tchadienne est en train de faire? Je suis en train de venir. Oui. Qu'est-ce que la presse privée est en train d'endurer? Et pour revenir, nous avons créé nos organes de presse, c'est pour défendre la République du Tchad. Et aujourd'hui, si seulement on était soudés et qu'on ferme tous les journaux privés, les radios privées, les télés privées, vous allez voir que le Tchad va tomber. Tomber dans quel sens là? Le Tchad va tomber dans tous les sens. Parce que quand nous ne paraissons pas, nous sommes abonnés à plusieurs ambassades qui sont au Tchad. Nous avons aussi des correspondants un peu partout dans le monde et des collaborateurs. Mais chaque fois qu'on ne paraît pas, ces gens nous appellent et disent qu'est-ce qui ne va pas? Tenez-vous bien, on a tenté une fois de faire une journée sans presse, mais le gouvernement a bougé. En tout cas, en ce qui nous concerne ici à Tchad 24, nous ne sommes pas pour que le Tchad tombe. Non, nous sommes dans la journée de la liberté de la presse. Tout ce qu'on dit, ouais. On doit le dire, on n'a pas besoin de passer par. Non, c'est mon avis, j'ai aussi le droit de donner mon avis. Voilà. Ahmad Haroun Larry, Bayrabe Ouaï a été victime de plusieurs affres d'angoisse concernant son métier. Il est directeur de publication du journal Au Parleur. Je sais qu'à la tête de la Hama, on a un confrère connu, qui est même correspondant au niveau international, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il des guéguets dans la presse? Il y a la presse qu'on a choisi de protéger et les autres on néglige. Il y a des confrères dans la confraternité. Il y a les autres que l'on relie. Comment ça se passe en tant que société civile? Oui, moi, je dis toujours, je le comprends, sa colère, je comprends. Parce que, comme je vous ai dit au début, il y a des individus qui ne comprennent même pas le rôle de la presse. Et il y a des gens qui sont nommés pour trouver seulement leur marchandise. Leur fonds de commerce, c'est discréditer certains journalistes. Moi, comme je vous dis, le Hama est là. Ce qu'on doit faire normalement, on doit se réunir. L'État général de la presse, l'État doit appuyer ces journalistes et les orienter. Parce que moi, je constate beaucoup de journalistes ne comprennent même pas les textes de la République. Beaucoup de leurs écrits sont condamnables. Mais comme ils veulent se vendre, ils écrivent parfois des choses qui sont juridiquement condamnées. Mais dès qu'on arrête une personne, au lieu que les policiers défèrent la personne qu'ils ont arrêtée à la justice, ils ne le font pas. Du coup, comme il a bien dit un mot qui me choque, ils sont toujours abonnés avec les ambassades. Et vous savez, ces ambassades, ils appuient ces presses. Ça veut dire qu'ils ne travaillent pour le Tchad, ils travaillent pour eux. Toutes les informations qu'ils écrivent, c'est au profit de ceux-là. Et ils sont devenus en quelque sorte un objet géopolitique à l'intérieur de notre pays, comme beaucoup d'autres acteurs de la société civile. Et ils sont en sympathie, ils montrent comme ils sont bien, ils les aiment, ils collaborent avec eux. Par contre, lorsqu'ils partent chez nos responsables administratifs, ils expliquent aussi les autres pour revoir le fonctionnement. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut qu'on a une presse au service d'une opposition inerte, régionaliste, ou on veut une presse qui est au service des ambassades ou des ONG internationaux, ou une presse pour le service de la nation tchadienne et au service du développement du Tchad? Donc c'est à eux de définir ce qu'ils veulent. S'ils ne veulent pas que ces gens-là s'attachent à l'État tchadien, ils s'attachent aux chancelleries occidentales, c'est normal. Celui qui te paye, là, tu vas le suivre. Hein. Même celui qui est en sympathie avec toi, tu vas le suivre. Donc c'est un danger. Et c'est ce danger qu'on interpelle souvent le gouvernement de faire très attention. Les gens qu'on doit nommer, ils doivent savoir que même les opposants les plus radicaux contribuent à la démocratie. La liberté de la presse, là, c'est un acquis sine qua non depuis 1990. Et cet acquis du président de la République, on ne doit pas laisser comme ça. On doit consolider. Et pour le consolider, il faut que ceux qui jouissent de ce droit, de la liberté, de cet droit d'expression-là, ils font le travail normalement en appuyant les politiques nationales du gouvernement. Mais s'ils ont fait quelque chose sans respecter les textes de la République, ils ont diffamé autres, on respecte la loi, on doit les poursuivre, c'est normal, comme tout ailleurs. Mais pourquoi souvent on les néglige? En les négligeant, ils deviennent plus dangereux. En les négligeant, ils ne vont jamais appuyer le gouvernement avec la frustration. Ils vont faire des choses qui vont encore jeter notre pays dans des chaos, comme il l'a bien su dire. Donc les chaos, c'est les fausses informations, les désinformations. Si aujourd'hui ils commandent avec les désinformations,
on veut ou pas, c'est les désinformations qui vont prôner. Parce qu'aujourd'hui, avec le COVID, fake news. Les fake news. Et beaucoup ont commencé avec les fake news. Si vous voyez même sur les réseaux sociaux, même les journaux, parfois ils écrivent des fake news. Les gens attendent seulement que certains journaux disent quelque chose. Même si c'est faux, ils vont propager en fil. Et c'est ça ce qui est plus dangereux. Donc, moi j'appelle souvent la presse et plus particulièrement les responsables. Ce n'est même pas Hamas seulement. Il y a ANSYS qui est là. Il y a ARCEP qui est là pour réguler la communication en ligne. Parce que les communications en ligne, parfois il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui sont au Canada, qui sont en France, qui sont dans certains pays qui sont hyper hostiles à la République du Tchad, mais c'est eux là qui intoxent à l'intérieur. Et leur intoxication devient de plus en plus dure et il est en train de diviser la société tchadienne. Surtout dans cette période de guerre, non seulement contre le terrorisme, mais contre le Covid. Ceux qui sont à l'extérieur, ils sont bien informés et ils ont la capacité de manipuler. Et c'est ces manipulations-là qui sont très dangereuses. Certains, là, ils ont eu des prix à l'international. Ils sont plus influents. Ben Malaka, comment donner, n'est-ce pas, à la presse locale? Moi, je crois qu'il ne faut pas être trop alarmiste. Oui. C'est comme si la presse tchadienne avec notre organe de régulation ou avec l'État tchadien ne sont pas du tout en bon terme. Je crois qu'il ne faut pas être trop alarmiste. Les DP sur ce plateau semblent prouver que ça ne va pas. J'ai dit il ne faut pas être trop alarmiste. Si ça ne va pas, il faut le dire. Oui, il ne faut pas être trop alarmiste, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, la Hama est une émanation donc, de médias. Tout à fait. Vous savez, il faut se rappeler que la Hama, en son temps, qui était le Haut Conseil de la Communication, était la toute première institution démocratique mise en place à l'ère de la démocratie. C'est juste au sortir de la conférence nationale de 1993 que les journalistes ont mis en place cette institution qui était un organe de régulation. Ce qu'il faut comprendre, la Hama ne produit pas de lois, ne produit pas de textes. La Hama est un organe de régulation. On lit. Ils exécutent. La Hama n'est pas un législateur, comme l'Assemblée. Il faut adopter une approche des revendications qui puissent nous permettre à ce que la Hama puisse aussi être ces mêmes longueurs d'onde que les médias, afin que les médias puissent entrer dans leurs droits s'ils se sentent un peu lésés. Je crois qu'il y a eu des lois qui ont été votées, qui sont des lois répressives, des lois assez très fortes qui limitent cette liberté de créer, cette liberté d'avoir sa propre entreprise de presse. Je crois que ça va être très dur avec ceux qui ont déjà commencé et normalement la loi n'a pas un effet rétroactif, mais c'est ce qu'on est en train de vouloir appliquer, il me semble. Je crois que la Hama est un organe de régulation. On lui tend un document pour qu'il puisse faire respecter ces documents. Quand il y a un média, un journaliste qui sort en dehors de ces textes-là, il faudrait les recadrer. Je crois que si c'est ça, ce n'est pas de la faute de la Hama. Même si c'est la Hama qui avait fait la proposition de cette loi, qui est passée certainement par le ministère de la Communication avant d'être décortiqué en Conseil des ministres et envoyé à l'Assemblée nationale, je crois que la faute revient aux parlementaires, à ces élus du peuple-là, qui votent des lois répressives, qui votent des lois qui tuent la presse tchadienne. Je crois qu'il faut adopter une autre approche. Je voudrais aussi dire à mes confrères, aux différents directeurs de publication, surtout à M. Ouaï et Abbé qui sont sur le plateau, je crois qu'il faut qu'on essaie d'adopter une stratégie, une politique qui puisse nous permettre d'avoir, de rapprocher beaucoup plus la Hama, pour qu'ensemble nous puissions mener une réflexion qui puisse nous amener. Est-ce qu'il faut, parce que la loi elle est faite par l'homme, elle peut faire l'objet d'une modification. Je crois qu'il faut pas avoir un bras de fer là où il n'y a pas. Aujourd'hui, la Hama ne peut pas décider de lui-même pour dire que je n'applique pas cette loi, pour dire que non, cette loi-là, elle ne va pas marcher. Non, ce n'est pas la Hama, ce n'est plus le rôle de la Hama. La Hama, elle a trouvé un instrument d'encadrement qui est là, un instrument qui lui permet donc de hausser le ton, un instrument qui lui permet donc de fermer tel ou tel journal, et il l'applique. Je crois que ce n'est pas de la faute de la Hama. Délibérément ce matin, cela m'arrive souvent très peu, de ne pas inviter un confrère sur ce plateau parce qu'il allait dans le sens d'Abbé et de Ouaï. Il était même encore trop dur par rapport. Je dis que bon, le temps que la colère baisse un peu, il ne comprend. Je souhaiterais ne pas donner le nom. C'est normal, il faut le comprendre. Voilà. C'est normal. Il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il a été fermé pendant 90 jours. Jusqu'à présent, et ses propos sont assez acerbes, surtout par rapport. Non, je crois qu'il faut aller doucement, parce que je parlais de ce que mes deux confrères l'ont dit, mais je voudrais aussi revenir sur ce que M. Haroun avait dit. Il ne faudrait pas aussi
minimiser le rôle que joue la presse, le rôle que jouent les journalistes, cette posture que les journalistes tchadiens ont. Aujourd'hui, en lisant la presse écrite, tu as comme l'impression que tu n'es pas au Tchad. En lisant le contenu, tu as comme l'impression que tu n'es pas au Tchad. Ça fait partie de cette liberté qui est un acquis. Mais maintenant, en ce qui concerne maintenant les autres aspects, je crois que tout peut être revendiqué et tout peut être à la table. Je ne pense pas que les médias tchadiens sont à la solde des chancelleries. Je ne pense pas que les médias tchadiens sont à la solde des étrangers. Et si Stéphane dit que si on ne nous suit pas, le Tchad tombe, il le dit dans un sens qui veut dire que le Tchad sera coupé du monde. Sans information, il n'y a rien. Aujourd'hui, qui peut alerter la communauté internationale, qui peut alerter aujourd'hui le partenaire de développement au Tchad, en développement du Tchad, sur la situation sociale, sur la situation politique et économique et puis tout ça. Mais si aujourd'hui, on essaie de mettre en place des instruments répressifs, très durs, contre la presse, je crois que c'est un défaut. Le nerf de la guerre reste l'accompagnement. Ailleurs, la presse est accompagnée. Et accompagnée, mais n'est pas suffisant. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les gens parlent de 4, 5, 6 à 7 milliards de fonds d'aide à la presse. Mais il faut voir le nombre de médias. À Kinshasa, déjà en 2008, quand j'étais là-bas, les chaînes de télévision sont au nombre d'une trentaine. Aujourd'hui, les gens sont à 200 quelques. Et c'est des médias qui fonctionnent. C'est des médias qui emploient assez de gens, qui contribuent à l'autre là, à la lutte contre le chômage. Voilà. C'est des médias qui sont en règle vis-à-vis des fiscs. Aujourd'hui, je vous dis, je l'ai dit, et devant 2 directeurs de publication qui sont devant moi, si aujourd'hui on fait des redressements fiscaux à tous les médias, on risque de fermer tous les médias. Et ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître ses torts avant d'aller le revendiquer. Mais il ne faut pas rester mieux parce que tu es journaliste, tu as cette autorisation-là d'avoir un canal d'information, de tirer à boulet rouge, et puis tu restes, tu dis que non, on me donne l'argent, si on ne me donne pas, on fait ça, on fait ça. Non, il faut aussi, s'il y a des obligations, s'il y a de droits, il y a aussi ce qu'on appelle des voies. De ce qu'on appelle le nerf de la guerre, l'État a des obligations de sécuriser les frontières. Peut-être la presse est un tout petit peu reléguée en attendant que cette équation soit résolue. Tout dépend, hein, moi, parce que je vis la presse tchadienne a été associée dans deux situations qui m'ont paru vraiment exceptionnelles. Lorsque nous avons fait la guerre avec les mouvements rebelles, non, au Tchad en 2008, oui. Quand la presse nationale est associée, quand la presse nationale accompagne l'armée, même si ce n'est pas l'ensemble, on essaie de prendre, par exemple, si aujourd'hui, on a mis en place un programme. Si aujourd'hui on a pris 2 confrères de la presse écrite, on prend 2 de radio, et puis on prend les médias publics, et puis le prochain tour, c'est comme ça. Et la guerre au Mali, la presse nationale a été associée. Cette fois-ci, l'opération Colère de Boma, si on n'a pas associé la presse, les médias, même pas la presse publique, c'est la présidence qui a couvert. Oui. Ni la radio Tchad, ni la télé Tchad. C'est peut-être des décisions prises au haut niveau, peut-être que c'est stratégique. Ça, on n'a pas à nous tenir mordicus. À ce niveau, c'est stratégique. Je ne peux pas me mettre à la place des autres pour répondre, mais je trouve que pour moi, en tant que journaliste, je dis que ce n'est pas normal. Aujourd'hui, l'opération de Boma, qu'on n'associe pas la presse nationale, je crois que c'est inadmissible, à mon avis. Oui. Mais pour ceux qui ont décidé, je ne sais pas pour quelle raison ils ont décidé. Aujourd'hui, j'étais même surpris, j'ai discuté avec un confrère, il me dit non, la presse privée était écartée. J'ai dit non, la presse privée n'a pas été écartée, seule. Même les médias publics, ni la radio, ni la télé Tchad, ni l'agence tchadienne de presse. C'est la presse présidentielle qui fait ces reportages et qui envoie pour diffusion à la radio et à la télévision. Donc c'est pour dire que la presse nationale de manière générale a été écartée de cette opération-là de Bohoma-là. Et puis on ne sait pas les raisons. Peut-être qu'il faut mieux poser la question au ministre de la Communication, mieux poser la question au directeur général de la communication de la présidence, et également à l'état-major général des armées pour comprendre exactement les raisons. Est-ce qu'il y a un problème d'ordre sécuritaire? On ne peut pas envoyer les journalistes parce que récemment, à cette occasion, je voudrais aussi rendre hommage à notre caméraman, à notre confrère caméraman qui est décédé également dans la lutte contre Boko Haram, dont la voiture a sauté sur une mine. Peut-être pour des raisons de ce genre qu'on a dit qu'il faut écarter la presse, mais je n'en sais rien. Mais normalement, pour moi, on doit les associer tous. Par rapport à l'opération de Boma dont parlait majestueusement Ben Malala, Abel, comment le journal La Suggestion a pu faire pour avoir les informations?
Ça se passe comment quand on est loin du théâtre des opérations militaires? Nous piquons les informations sur les réseaux sociaux comme tous les autres. La télévision nationale aussi. Nous suivons aussi le reportage des services. Les coups de fil de confrères? Non, pas coups de fil de confrères, mais nous suivons les reportages de la presse présidentielle. C'est évident, c'est facile de rendre compte comme ça avec bon, mais professionnalisme. Comme nous ne sommes pas associés, Oui. nous ne détenons pas des informations claires dans ce domaine-là, ou soit prendre parti ou soit contester. Nous relatons ce que dit celui qui était sur le terrain, qui est de la presse présidentielle. C'est ça que nous suivons. Et Abbé Abel, oui. Certaines personnalités ont fait le déplacement. L'opposition à l'Assemblée nationale, le MPS, etc., c'était pour quelques jours, pour quelques heures. Oui. Après leur retour, c'est possible de les aborder, de demander leur avis. Non, mais non, pas forcément. C'est normalement. C'est une occasion en or que le gouvernement a raté, le fait d'écarter la presse nationale par rapport à cette guerre. Voilà, donc nous, on ne peut pas, comme tout le monde est écarté, on ne peut pas encore revenir vers eux pour le demander. C'est ça le problème. Est-ce que s'ils considèrent que la presse est là, la presse privée, celle qui est étatique même est écartée, veut dire qu'ils ne trouvent pas que nous pouvons contribuer à cette situation. Mais nous faisons dans le cadre d'information générale, comme nous avons reçu des uns et des autres, ceux qui publient sur l'étoile et autres, c'est ça qu'on concocte pour balancer. Sinon, nous ne sommes pas associés. Et même si aujourd'hui, nous voulons aller vers ce dernier pour avoir des informations par rapport à cette situation, personne ne te dira. Non, je connais Bayrabe Ouai, je connais quelqu'un qui lui est particulièrement véloce, assez. Nous avons en ligne un téléspectateur. Allô, bon après-midi, merci de nous suivre. Vous êtes sur Zap Presse et Tchad 24. Le téléspectateur est parti. 62 40 54 79. Je crois que ça défile également. 91 31 11 45. Vous pouvez nous joindre en direct et apporter votre contribution. La parole était à Bayrabe Ouai. Comment ça s'est passé? Nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Oui, je vous reçois, bonjour. Ah, ok. Comment vous vous appelez? Allez-y avec votre préoccupation. Nous vous suivons. Je m'appelle Mamata Oshé. Oui? Nous avons de la peine à vous suivre. Que la technique puisse se mettre en équation. Oui, allô? Oui. Bon, l'homme a créé la machine et finalement la machine très souvent nous pose. Cela montre également notre imperfection. Cela va permettre qu'on se concentre ici sur ce plateau et qu'on puisse rapidement, puisque nous tirons déjà vers la fin de l'émission. Monsieur le directeur de publication du journal Au Parleur, Bayrabe Ouai. Alors, je connais quelqu'un qui était sur les lieux, son numéro de téléphone est connu de tous. Quand on l'approche, sincèrement, s'il peut donner les informations, il ne se cache pas. C'est le secrétaire général du parti au pouvoir. Quelle a été l'approche du journal de Haut-Parleur? Peut-être l'appeler pour qu'il puisse vous... Vous savez, il y a une seule chose. Hein. Oui. Nous, on ne fait pas ici du journalisme par procuration. Et si vous lisez bien le Haut-Parleur, oui. Le Haut-Parleur ne fait jamais ce genre de reportage. Pour ne pas tomber dans la diffamation. Oui. Nous avons écrit des articles pour dire voilà le président de la République est entre deux guerres. Il est parti combattre Boko Haram, nous l'encourageons, point. Mais nous ne faisons jamais ici du journalisme par procuration. Peut-être des analyses. Peut-être des analyses. Même les analyses, le haut-parleur ne le fait pas parce que quand quelqu'un ne t'associe à rien, il ne faudrait pas que tu restes dans ton coin et tu inventes des choses qui vont te... C'est des choses, directeur. Oui, et ça, quelques formations que nous avons reçues en journalisme nous interdisent. D'abord. Et pour revenir ici au sujet, vous avez parlé ici du secrétaire général du MPS.
nous avons été combien de demandes d'audience qui ont été rejetées. Ils ne nous ont jamais reçus. Ça, il faudrait qu'on vous le dise. Parce que quand ils voient que c'est déjà un journal privé, ils ont la peur. Ils ne le reçoivent pas. Et allez-y dans presque beaucoup de ministères, vous allez voir que des dizaines ou des centaines, s'il faut le dire, le haut-parleur a écrit des demandes d'audience, des demandes d'interview qui n'ont été jamais répondues. Parce qu'ils savent que nous allons toucher des questions graves. Sensibles. Vous voyez bien. Donc, la liberté, moi j'aimerais toujours qu'on revienne ici sur la liberté de la presse au Tchad. Parce que c'est aujourd'hui la journée de la liberté. Une minute. Oui. Je suis obligé de me retourner. Ben, je crois connaître un peu le secrétaire général du MPS. Je peux me tromper. Je crois qu'il est... Il me reçoit. Je ne sais pas. Je crois qu'il est ouvert. Est-ce qu'il y a un... Surtout quand c'est la presse. Les propos de... Je ne demande pas. Le contraire, mais nous parlons sur des réalités. Nous avons écrit des demandes d'audience. Vous savez très bien, pour rencontrer ces derniers, il a refusé. L'actuel secrétaire. Non, mais on vous parle de moment. On ne vous parle pas d'autres personnes. Quand voulez-vous qu'on contourne? Et la réalité est là en face. Quand le président, je vous donne un exemple, quand le président de la République partait en Éthiopie pour prendre la tête de l'Union africaine, oui. Est-ce qu'ils se sont fait accompagner par la presse privée? Non. Comment un président de la République va pour prendre la tête de l'Union africaine? On n'est pas associé. Je reviens encore. On est en train de lutter contre Covid-19. Oui. Est-ce qu'ils ont associé la presse privée? Si, le ministère de la Santé. S'il vous plaît, le ministère de la Santé, hier dans la déclaration du ministre de la Communication, il a parlé de l'UJT. Mais l'UJT ne représente pas tous les journalistes. L'UJT est une association seulement de certains journalistes. Et les gens qui sont à l'UJT, ils ont créé quel journal? Ils ont créé quelle radio? Ils ont créé quelle télé pour comprendre les réalités? Lisez le discours du ministre qui dit que non, du fait que l'UJT est associé à ça, les journalistes sont associés. Mais non, mais je m'explique à fond. Oui, pour ajouter sur ce que le DPS Stéphane disait, parce que l'UJT n'est pas un regroupement de médias. L'UJT, c'est une association fêtière qui regroupe les journalistes. Normalement, on doit plutôt intégrer les organisations qui regroupent des médias au sein du comité technique de veille de sécurité sanitaire, tel que le patronat, l'AEPT, la convention, parce que c'est des organisations qui regroupent des médias. Parce que ces associations sont des associations de la presse, pas des journalistes. Il faudrait qu'on fasse la différence entre ce que c'est qu'une presse et ce que c'est qu'un journaliste. Aujourd'hui, un journaliste sans organe de presse n'est pas un journaliste. N'est pas un journaliste. Aujourd'hui, si vous prenez par exemple l'UJT, que si aujourd'hui je prononce le nom de l'UJT, les gens pensent que parce que j'ai un problème avec l'UJT, non, loin de là. Mais quand on parle de l'Union des journalistes tchadiens, ça c'est une structure bien sûr qui a été créée en 1989 et dont nos aînés nous ont légué, mais avec beaucoup de problèmes où aujourd'hui tous les journalistes l'ont quitté. Aujourd'hui, ceux qui sont à la tête de cette structure, de cette organisation fêtière, n'appartiennent à aucun organe de presse. Ne travaillent dans aucun organe de presse. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas se prétendre dire représenter la presse, représenter les journalistes. Je trouve que vraiment c'est scandaleux et c'est honteux qu'on puisse dire au sein de ces comités de veille sécuritaire-là, qu'on prend des individus qui ne représentent que leur personne au sein de cette organisation pour dire qu'ils défendent aujourd'hui ou bien ils représentent la presse. Je crois qu'on peut même tenter de le poursuivre pour usurpation des titres. Absolument. Barabé, ouais. Est-ce que le ministre de la Santé, pour ne que citer par rapport à Covid-19, est-ce qu'ils sont au courant de ces détails qui ne concernent que la corporation journaliste? Mais pourquoi ils se disent que peut-être ils ont affaire un jour, aux ayants droit. On était parti voir le ministre de la Communication par rapport à l'organisation de la 26e journée de la liberté de la presse. Parce que le ministre de la Communication a confié l'organisation de cette journée à des personnes que cette journée ne concerne pas. Vous voyez à peu près. Je suis par exemple... Avec beaucoup d'attention. Oui, je parle sous le contrôle des confrères qui étaient là. On allait le voir.
Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il dit non, que lui, il a cru qu'il a confié l'organisation à des personnes qui ont convié toute la presse. Et tenez-vous bien, on s'était révolté. On était allé au lieu où la fête se tenait, et puis avec des banderoles, on a boycotté. Oui, j'ai eu vent. Comment vous pouvez me poser la question que ces gens ne sont pas au courant? Ils sont très bien au courant. Ils font exprès, parce que si nous autres on arrive, on va leur dire la réalité. Aujourd'hui, si vous voyez bien, des laborantés ont été contaminés. Des infirmiers. Hier, non, des laborantés. Des infirmiers, des médecins, j'ajoute de l'eau à ton moulin. Des stagiaires en médecine ont été contaminés. Pourquoi? Parce que les gens ne font pas leur travail. Parce qu'ils ne font pas le travail. Si nous on arrive là-bas, on va leur dire. C'est pourquoi chaque fois qu'ils organisent des choses, ils nous écartent. Et je reviens sur la Hama. La Hama a convoqué même les directeurs de publication, juste pour parler de Covid ou de quoi que ce soit. Ils nous ont écartés de la liste. Moi et mon confrère de l'association, on n'a pas notre nom sur la liste. Et bien d'autres. Pourquoi? C'est la peur. Parce que si nous on arrive là-bas, on va leur dire en face ce que vous faites n'est pas normal. Je voulais un peu parler de Ahmad, de ce qu'il a dit. Ahmad a dit que non, nous sommes peut-être à la solde des ambassades. Non, j'ai simplement dit que nous sommes abonnés. L'ambassade est juste abonnée. Chaque parution, on leur dépose des exemplaires. Il n'y a aucun partenariat entre les ambassades du Tchad et peut-être avec d'autres journaux. Il fallait préciser cela. Voilà. Ahmad Haroun Larry. Merci. Moi, pour commencer, il faut que je commence avec. Je n'ai pas dit que vous êtes à la solde. J'ai dit si l'État laisse les pays qui ont des velléités, ils vont commencer à utiliser la presse. Et la presse, c'est une arme. Si on le contrôle, il ne peut pas nous utiliser. Non, il ne peut pas nous utiliser. Non, il ne peut pas nous utiliser. Il ne peut pas utiliser le haut-parleur. DPY. Oui. Moi, je ne sais pas, mais je sais qu'il peut l'utiliser. Nous sommes des hommes. Oui. Donc, concernant écarter ou pas écarter, je suis d'accord avec vous parce que les gens n'aiment pas la vérité. Et si vous commencez à dire la vérité, souvent on a tendance à vous écarter. Et ceux qui n'aident pas, parce qu'il faut que les gens qui critiquent. Tant que les gens ne critiquent pas, seulement ils choisissent. On sait très bien, ce n'est même pas dans la presse, même ailleurs. S'il y a quelque chose, on choisit certaines personnes. Comité de veille. Les journalistes sont en train de crier depuis parce qu'ils ne sont pas associés. Même ils ont pris seulement l'union des journalistes. Mais les jeunes, depuis combien de temps ils ont déposé même les rencontres, ils refusent aussi de rencontrer les jeunes. Même les jeunes se plaignent. Ils refusent même. On a fait des vidéos, moi j'ai fait beaucoup de vidéos. Et on a fait même des vidéos, on a écrit pour les dire, faire très attention parce que nous sommes en période de crise. Et la communication est essentielle. Si vous ne faites pas attention et la communication passe mal, les gens ne vont pas croire. Et les gens, jusqu'à nos jours, ils n'ont pas cru. Jusqu'à maintenant, ils voient les morts d'abord. Ils ont commencé à ouvrir les yeux qu'effectivement, il y a Covid. Parce que les conséquences, on n'a pas associé la presse. Et si on n'associe pas normalement la presse, et comme ils sont frustrés, je vois mon frère ici, il est tellement frustré. Non. Vous comprendrez que c'est mauvais. Et comme ça, parfois, si on rencontre dans les rapports internationaux. Moi, je pense qu'il n'est pas frustré. C'est de l'abondance de son cœur que la bouche parle. Oui, mais c'est vrai, il dit la vérité. Nous sommes tous de même avis. Seulement, nous, on dit toujours, si la loi est là, le président de la République fait confiance à certaines personnes qui le mènent. Et ces gens, parfois, ils coptent leurs amis. Même s'ils n'ont pas fait le journalisme, même s'ils ne sont pas des journalistes, ils sont là. Je connais beaucoup de personnes qui ne sont pas des journalistes, qui n'ont pas un organe de presse. Ils ont les badges de journalistes, ils sont là comme journalistes et ils participent partout. Et ils voyagent même au nom des journalistes. Ils sont nombreux. Donc, c'est ces gens-là qu'on privilégie au détriment des journalistes qu'on voit. On dit non, on parle de citoyens. Malala, non, c'est là, il ne faut pas prendre. On ne veut pas dire. Donc, c'est des individus qui écartent. Pas pour l'intérêt national, mais pour leur propre intérêt. Malala, le chef d'État, après 2 semaines au front, dès son retour, un discours assez révélateur par rapport à la guerre contre Covid-19. Mais on s'en rend compte que sur le terrain, ça ne suit pas. Et là, nous avons des confrères de la société civile, il y a des plaintes visibles, palpables. Comment accompagner le discours, les actes que le chef d'État souhaiterait voir sur le terrain dans ce genre de cacophonie, de désordre? Moi, je crois que le chef de l'État a fait un discours, une déclaration à la nation, avec beaucoup des engagements. Pas de promesses, c'est des engagements fermes. Il a même ordonné dans son discours qu'une partie de l'argent qui doit être mis à la disposition de l'ONASA doit être décaissé les 5 milliards. Débloquer 5 milliards. Je crois que, comme j'ai l'habitude de le dire sur ma page Facebook, le comité
présidé en ce moment par le EGPR, secondé par le ministre de la Santé, ce comité a échoué. C'est un échec. Ce n'est pas trop tôt de C'est voir un échec. Vous voulez que l'ensemble des Tchadiens meurent? Sur les 15 millions, vous voulez que 10 millions meurent? Un millier de Tchadiens meurent avant qu'on... En Afrique, le cas du Tchad, oui, il y a des contaminations, mais ailleurs... Tenir des réunions, faire des communiqués aux médias, je crois que ce n'est pas ça la sensibilisation contre Covid-19. Il y a des mesures qui ont été édictées par le gouvernement. Il faudrait passer à la vitesse supérieure pour que ces mesures soient appliquées. Il faut, par rapport à l'état d'urgence sanitaire, cet état d'urgence sanitaire, selon les juristes, donne une base juridique au ministre de la Santé ou au ministre concerné de prendre des décisions pour l'application et la mise en œuvre de ces mesures. Aujourd'hui, on peut isoler des villes, on peut mettre en quarantaine des quartiers, des arrondissements et autres. Rien ne se fait sur le terrain. Les gens sont en train de faire de complaisance ou on est en train de jouer avec la vie des Tchadiens. C'est du tâtonnement. Aujourd'hui, imaginez-vous, le plan de contingence. Qui doit prendre sont là? La presse écrite, l'audiovisuel, nous avons les réseaux sociaux, nous avons les maisons de production, nous avons les troupes théâtrales, nous avons tout ce monde-là, il faut le mobiliser, il faut mettre l'argent à leur disposition pour travailler. L'argent qui a été débloqué, les 15 milliards qui a été promis par le chef de l'État, qui est disponible là, on n'a pas dit qu'on doit prendre cet argent-là et puis le regarder comme photo. On doit prendre cet argent-là pour engager, pour que les gens soient actifs sur le terrain. Aujourd'hui, depuis la déclaration du 24 mai, la première déclaration du chef de l'État, où en est-on? 24 mars. Qu'est-ce qu'on a fait de cette déclaration? Qu'est-ce qui est comme mise en œuvre? Parce qu'on attend à 20h pour nous confiner, pour être dedans. Le lendemain, à 7h, on est sur le terrain, on enterre nos morts, on va à la morgue, là, on voit les gens. Aujourd'hui, il n'y a même pas de place. À la morgue, aujourd'hui, si vous avez quelqu'un qui est mort, vous allez déposer, vous n'allez pas trouver de place. On ne nous dit même pas quelles sont les causes de ces morts-là. Personne ne dit. On refuse même de nous dire la chaîne de contamination. Tel nombre de personnes sont contaminées, on ne nous dit pas ces personnes-là sont contaminées où? À Béché, à Moundou, à N'Djamena, à Assar, ici, dans quelle famille? Quel a été le mot? Les guéris, lesquels? Moi je crois qu'il faut pas. Nous sommes en direct. Moi je crois qu'il faut. Oui, Ben. Oui, moi je crois qu'il faut dire un certain nombre de choses, de vérités, pour qu'on puisse. Ça change. Pour que ça change. Oui. Ou soit le comité bouge, ou soit on casse ces comités, on met en place d'autres personnes qui sont accessibles, des gens qui sont pragmatiques, qui peuvent être sur le terrain, faire le boulot. Associer la société civile, associer les médias, les organisations de jeunes, les organisations féminines, associer, on peut le mettre en groupe. Aujourd'hui, par simple, moi j'ai fait une proposition, dès le discours du chef de l'État, j'ai dit, dans un premier temps, commencer d'abord à allouer un fonds au Conseil supérieur des affaires islamiques, pour ne serait-ce que former pour une journée les muezzins, ceux qui font appel aux 5 prières. À chaque appel de prière, ils consacrent 2 à 3 minutes pour parler de mesures barrières, des gestes barrières. Ça passe. Dans les églises, ça passe. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas le faire? Les taximans, il faut les regrouper. Il faut peut-être faire un enregistrement. Les doter par exemple de haut-parleurs ou bien par exemple de radios et le mettre dans leur véhicule pour que en pleine circulation, on entend parler de Covid-19 et puis on fait le blanc. Les gens ne veulent pas associer le professionnel de la communication qui puisse faire des propositions et on tâtonne. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 morts. Ne serait-ce que hier, quelqu'un m'a appelé pour me dire que son grand-père est mort. Et que son grand-père est mort de Covid et la famille n'est pas informée. Et comment lui, il sait que c'est le Covid d'été? S'il vous plaît. Oui. Ça veut dire, parce qu'il y a amalgame. Maintenant, quand on meurt, on voit le Covid-19. Voilà. Donc, les gens étaient d'abord à la place mortuaire chez le défunt. C'est de là où ils ont envoyé les gens pour venir désinfecter. Le corps, là. Pour désinfecter la maison du défunt. Entre-temps, le corps était à la mort. Et quand ils ont vu la police, ils ont vu les gens qui sont venus désinfecter. C'est là où ils ont commencé à arrêter les gens. Il y a ceux qui ont fui. Alors que le gars était malade depuis combien de jours? Et comme venait de dire Ben Malala, on ne dit pas comment cette personne a été atteinte du Covid. C'est pour éviter que les gens prennent des précautions. Et ils ont laissé sa femme seule qui le rend visite. Ça veut dire, sa femme l'a rendu visite normalement comme une personne qui a atteinte d'autres choses. Et voilà maintenant les conséquences. Voilà les conséquences. Par là ici aussi. Par là ici aussi, des chaînes de contamination. Je dois continuer. Parlant des chaînes de contamination, vous voulez qu'on nous dise que telle personne là est atteinte de Covid, c'est dans tel quartier, machin, pour que les gens se méfient, ils ne le font pas.
Vous êtes sur Tchad 24. Et je aujourd'hui, précise. aujourd'hui, Ouais, une minute. Non, non, une minute, ouais. Une minute, une minute. Après les décisions Ouais, depuis le s'il te 24. plaît. Mais s'il les te plaît. frontières sont Ouais. jusqu'à là ouvertes. Ouais, une minute. Merci. Tchad 24, c'est bien entendu Zapresse. Vous avez constaté que la presse parle. C'était une journée de commémoration et voilà. Les confrères sur le plateau ont décidé de sortir ce qu'ils ont dans le ventre pour mettre en exergue le fait qu'ils ne se sentent pas inclus dans les affaires concernant par exemple le côté sociétal ou pourquoi pas la santé. C'est de ça que nous parlons à l'heure actuelle par rapport à ce Covid-19 ou coronavirus qui fait beaucoup de dégâts. C'est pour cela que j'ai précisé que nous sommes dans un prêt et que c'est demain, n'est-ce pas, que nous aurons l'occasion en direct de mettre en exergue sur Tchad 24 Actu Covid-19. C'est la maladie de l'heure, hein, c'est la star de l'heure, tout le monde en parle. Donc, merci de nous suivre de là où vous êtes. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et bien entendu sur notre bouquet, le bouquet Ilnet. Je vais revenir, là c'est pratiquement le dernier tour de table, vers Abbé Abel qui avait quelque chose à dire et j'étais obligé de repréciser, de recadrer, n'est-ce pas, le sens de l'émission avant de donner la parole à Abbé Abel, directeur de publication de la suggestion. Merci, Moubarak. Dans le cadre de lutte contre le Covid-19, le Tchad. Abbé, c'est la journée internationale de la presse aujourd'hui. Non, mais il faut que je parle de ce que les confrères, parce que c'est dans ce cadre-là qu'on devrait aussi critiquer ce qui ne va pas. Tout à fait. On devrait, si aujourd'hui l'ONU nous a reconnu cette journée, c'est parce que nous sommes importants. Tout à fait. La presse, sans la presse, on ne peut pas parler de la démocratie, on ne peut pas parler d'une institution prospère, tout ça. Je m'aborde particulièrement dans le cadre du Covid-19. Au Tchad, nous étions alertés à temps. Et l'annonce du président de la République pour demander aux autorités concernées, en particulier ceux de la santé, et à son échappé, de mettre en place le comité cellule de veille pour cette lutte. Je ne m'attendais pas à ce qu'on arrive aujourd'hui à plus de contamination. Parce que nous étions le seul pays de la sous-région qui avait annoncé, dès l'annonce du chef de l'État, un nombre négligeable. Mais aujourd'hui, comme mes confrères... Mais par rapport à l'Afrique, le cas du Tchad, on peut encore le citer de quantité négligeable. Bon, maintenant on est monté plus que la Centrafrique. Oui, oui, tout à fait. Je te l'accorde, oui. Sinon, si aujourd'hui les gens ont pris au sérieux cette lutte et que les sensibilisations se passent par les personnes qui connaissent le domaine, par exemple, si les communicateurs, les zones de médiation impliquées, on ne devrait pas arriver aujourd'hui à cette contamination plus. J'ai assisté à quelqu'un qui était suivi à son domicile. Ils sont venus le prendre parce qu'il était rentré d'un voyage. À l'intérieur, à l'extérieur? De l'extérieur. De l'extérieur. Ils sont venus le prendre et pourtant il était dans la cour, il y a ses enfants, il y a sa femme, mais c'est lui seul qui était. Vous voyez? Normalement, même si on ne suspecte pas, on devrait les ramasser tous pour les mettre en pour des vérifications. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, c'est ça le problème aujourd'hui. Et les médias qui sont censés d'informer. Aujourd'hui au Tchad, quand une presse dit quelque chose, les gens prennent au sérieux. Mais les médias sont pas. Nous sommes tentés de faire de nos propres moyens. On communique, mais ce n'est pas suffisant. Il faut des moyens pour qu'on puisse toucher là où il y a des cibles. C'est ça ce problème. Aujourd'hui, je suis surpris que un haut gradé de l'armée est tombé par rapport à cette maladie.
C'est bien de ne pas avoir prononcé son nom en direct. Je ne prononce pas le nom. Tout à fait. Non, non, merci. Merci beaucoup, Abbé. Merci. C'est un mal que ceux qui sont censés de prendre les précautions ne le font pas. Et aujourd'hui, c'est grave. À l'heure où nous parlons, c'est grave. Et que le chef de l'État les interpelle. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il faut qu'ils rendent compte de ce qu'ils ont géré pendant ce temps jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, celui qui est guéri n'arrive pas à témoigner. Si je suis guéri d'une maladie, on devrait me faire témoigner. Un cas témoin. Non, mais ça c'est un cas parmi d'autres. Le médecin qui a guéri la personne devrait témoigner. Vraiment, et c'est ça. Et on devrait, ailleurs, on le présente. Même les malades, on le présente. Pourquoi on ne peut pas présenter ça? Ahmad Haroun Larry, pratiquement dernier tour de temps. Merci Abbé Abel, DP de la suggestion. Des pays comme le Sénégal, l'Afrique du Sud, Madagascar, le Cameroun, l'Algérie, etc., sont sur le terrain de ce combat. Ils produisent, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'ils ont sur le plan local, je veux dire, des thérapies qui arrivent à calmer voilà, le Covid-19. On sait déjà que Didier Raoult est devenu célèbre par rapport à tout ce qu'il a pu proposer. Dieu merci, on peut le trouver facilement en Afrique. En allant dans le sens de Ben Malala, avec des propositions, qu'est-ce qu'il faille faire pour que, par rapport à cette journée internationale de la presse, qu'est-ce qu'il faille faire pour que cette sensibilisation, je ne sais pas moi, en Gambaye, en Fulbé, voilà, puisse, n'est-ce pas, suivre pour que la population dans la capitale, aux confins reculés du Tchad, puisse avoir enfin accès à ce message pour que les mesures barrières soient scrupuleusement respectées. Moi, j'adhère à ce que Ben Malala a dit. Parce que le comité de veille, honnêtement, ils sont en train de plonger le pays dans le danger. Au début, moi, j'avais fait une vidéo sur ça. Ils ont signé l'accord avec une organisation que je ne suis pas le nom, pour dire que c'est eux qui sont spécialisés dans la sensibilisation. On ne les voit pas sur le terrain. L'association des femmes ministres, ils sont partis rencontrer le comité de veille au nom des associations des femmes. C'est les femmes ministres des DG qui sont parties. Elles sont sorties pour dire qu'elles ont déjà sensibilisé, elles n'ont pas besoin de sensibilisation. Elles sont dit à la télévision. Donc, du coup, ils ont joué avec la vie de nos concitoyens. Et on avait, Moubarak avec vous, on a dit ici au plateau que dans les médias, dans les WhatsApp, dans les groupes, les marabouts sont en train de dire aux gens qu'il n'y a pas corona. Dans les langues locales, ils disent qu'il n'y a pas corona. Moi, j'ai des difficultés, même ce matin pour sensibiliser, j'ai eu des difficultés. Au début des crises, vous avez vu la presse, la société civile, toutes les associations des jeunes, ils ont commencé à sensibiliser, ils ont fini leurs moyens. Ils se sont arrêtés parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils ne sont pas accompagnés. Ils ne sont pas accompagnés. Le comité de veille ne veut même pas les recevoir. À un moment où je vous parle, la CNCJ avec toutes les autres organisations des jeunes, ils ont écrit les rencontres, ils ont mis en place comité Covid, agent Covid 2019 Tchad pour lutter. Les jeunes du Tchad, de toutes les organisations, se sont réunis. Le comité de veille refuse de les rencontrer, le ministère de la Santé refuse de les rencontrer. Presque un mois. Ils ne sont pas sérieux et ils ne veulent pas impliquer d'autres. Pire encore, en communication politique et en communication en période de crise, vous avez vu l'intégration d'hier. 1000 quelques. Le ministre a recruté certains qui les a formés dans son institut et ils l'ont intégré au détriment des autres. La majorité des arabophones, on les voit. Ceux qui travaillent maintenant, ceux qui sont en danger, c'est les stagiaires. On refuse de les intégrer, mais on a intégré les gens, les arabophones qui font 3 ans, et on leur donne les salaires de bac plus 5 parce qu'on dit que non, c'est technicien supérieur. Par contre, dans les hôpitaux, ils ne font pas de travail. Donc, honnêtement, on a frustré tout le monde, même les personnes soignantes, depuis que les décrets sont sortis, les gens commencent à pleurer. Mais qu'est-ce qu'on veut réellement? Ça veut dire quoi? Ceux qui travaillent, on ne les intègre pas, on les néglige. C'est la même chose qui s'est passé avec, pour les journalistes à la radio Tchad, à la télé. Ceux qui sont travaillent, les contractés, les gens qui attendent les stagiaires, on ne les a pas intégrés, mais on a intégré d'autres personnes. Donc imagine, lorsqu'on commence à exclure ceux qui travaillent, ça veut dire qu'on montre à la face du monde qu'on ne veut pas les gens sérieux. Donc moi j'ai dit, moi je sais que si le président de la République, il fait de confiance à ces gens-là, mais honnêtement, ces ministres de santé et avec les présidents du comité de veille, ils sont responsables de tout ce terrain. Ils ont arrêté les journalistes lorsqu'ils écrivent quelque chose.
Mais pourquoi ils n'identifient pas les marabouts, les personnes qui partagent les audios sur les WhatsApp? Et ils ont averti qu'ils vont arrêter. En 6 là, ils peuvent les arrêter. Mais pourquoi on n'arrête pas ceux-là, mais on arrête? Le Covid-19 semble dominer l'actualité. Ouais, je crois qu'il faut le dire que le journalisme subit aujourd'hui de nombreuses pressions de la part d'acteurs qui tentent de s'accaparer ou d'intimider les médias afin, vous savez, d'entraver les journalistes dans ce qu'ils font, dans leur travail quotidien. Dans l'exercice noble de leur profession. Oui, à travers le monde, il faut dire que la Journée mondiale de la liberté et de la presse 2020 doit plutôt être une occasion de présenter des stratégies de lutte, des stratégies qui puissent nous permettre de savoir où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'il faut faire. Et surtout la question de la sécurité des journalistes, la question de l'impunité, l'indépendance des médias sur le plan économique, l'égalité des genres au sein donc des médias, tout ça, ce sont ces thèmes-là qui doivent nous intéresser pour qu'on puisse parler de cela. Aujourd'hui, une presse sans soutien, une presse sans encadrement, une presse sans accompagnement ne peut véritablement jouer son rôle. Nous allons toujours tomber dans le délire où vous allez trouver des journalistes ou bien des responsables de médias qui font ou bien qui feront le jeu des autres parce qu'on écrit contre tel ou tel en privilégiant le plus offrant parce qu'ils sont démunis, parce qu'ils n'ont pas le moyen d'aller à l'imprimerie, parce qu'ils n'ont pas le moyen de payer le local. Et ce genre de tentation arrive parce qu'on n'a pas le moyen. Aujourd'hui, si le gouvernement ne serait-ce que par le renforcement des capacités, ne serait-ce que d'inciter les partenaires à soutenir les médias. Aujourd'hui, le gouvernement tchadien peut par exemple dire que les médias qui s'intéressent au volet de la question de la petite enfance et de la femme, donnez-moi votre liste, le gouvernement peut les encadrer, peut chercher un partenaire avec l'UNICEF, ne serait-ce que pour l'impression. Les journaux qui s'occupent de volets politiques, qui sont purement politiques, on essaie de les voir, on le met en contact avec l'Union européenne qui soutient par exemple la CENI, qui soutient par exemple la question électorale, ne serait-ce que pour le prendre en charge pendant 6 mois, pendant 1 an. Et c'est comme ça que ça marche le partenariat. Mais également, je voudrais aussi dénoncer un peu le comportement de mes confrères, qu'il ne faut pas tout de suite demander une assistance ou dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Voilà, le projet. L'assistance, vous voulez quelle assistance? Moi, je veux une assistance, par exemple, de 6 mois d'impression. Je ne veux même pas voir. Chaque semaine, j'envoie mon fichier comme l'imprime. Le reste là, ce n'est pas mon problème. Je crois qu'il faut présenter des projets fiables, des projets bancables, des projets raisonnables pour que les décideurs publics puissent aussi se soucier de cela. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus intéressé aux dénonciations. Parfois, on dénonce à outrance. On ne sait pas qui on dénonce. Je crois que l'heure est à la réflexion. L'heure est d'aller vers des partenaires fiables. L'heure est de s'organiser, de se regrouper, d'être vraiment une union forte qui puisse mobiliser des partenaires. Parce que et on devient plus nombreux et on a une forte chance de mobilisation, une forte chance de convaincre les gens à nous appuyer. Le terrain au Tchad. Oui. Ce ne sont pas des vains mots, c'est possible que la presse se regroupe. Non, c'est possible parce que j'ai eu à discuter, ça fait pratiquement plus d'une vingtaine d'années que je suis dans le milieu. À chaque fois que je viens vers un partenaire, il me dit, mais organisez-vous. Si aujourd'hui, il y a 3, 4, 5, 6 journaux qui s'engagent et puis ils montent un bon projet qui peuvent être financés, je crois qu'il y a forte chance, sur 10 projets, il y a forte chance d'avoir 2 ou 3 projets. On n'est pas forcément obligé d'avoir les 100%. Bien sûr. Donc je crois que c'est avec cela on peut s'en sortir, avec cela on peut aussi aider la presse. Mais il faut multiplier les pistes. Aujourd'hui, nous ne devons pas compter seulement sur la Hama. Nous avons envoyé des confrères là-bas. Ceux qui commencent à s'approcher de la Hama. La Hama peut être un bon partenaire qui peut aller vers les législateurs, qui veut aller vers le pouvoir public pour qu'on puisse un peu revoir cette loi-là qu'on juge un peu répressif, pour qu'on puisse aller vers une loi un peu, comment on appelle, flexible, qui puisse permettre aux médias d'avoir cette chance-là. Et je crois qu'il faut aussi
au niveau des médias, il faudrait avoir un bon programme, savoir comment organiser et structurer son média. Tu es sûr que tu ne pourras pas faire une recette de 1 million par mois et puis tu engages une dépense de plus d'1 million. Bon. Ça va être un peu compliqué. Tout à fait. Donc tout ça là, on a besoin de spécialistes, des gens qui puissent nous former en entrepreneuriat dans ce domaine-là, pour qu'on puisse s'organiser pour éviter les dépenses exorbitantes et tout ça. Avec peut-être de peu de moyens, on peut être sur le terrain et la survie de nos médias en dépend. Abbé Abel, il y a eu beaucoup de... on est sorti carrément même de ce qui sous-tend et justifie notre émission. Bon, maintenant, des pistes de solutions par rapport à cette 27e journée internationale de la presse. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions au Tchad par rapport à cette presse-là qui semble tirer le diable par la queue? Rien dans le monde n'a pas une solution. Nous devons revoir un peu les conditions dans lesquelles les organes de presse évoluent. Ben Manda a évoqué des points pertinents dans le cadre d'orienter et centraliser les journalistes dans un domaine par rapport aux différentes lignes. Ceux qui peuvent s'occuper de tel domaine, c'est aussi une piste. Tout à fait. C'est aussi une piste. Mais à l'instant, nous voulons l'État qui est garant de cette liberté de presse s'implique. Ça fait 5 ans aujourd'hui, bien qu'on ne peut pas compter sur l'aide à la presse, mais la loi nous donne droit à ça. S'il y a télévision, de consorts, on dit tel organe de presse sort de sa ligne, ceci. Si aujourd'hui l'État respecte ses engagements, même si c'est pas. À l'époque, on nous donnait, même si c'est insuffisant, on sait que. Au moins cela existe. Voilà, cela existe. Depuis 5 ans. On a fait ça. Et depuis qu'on a aussi eu la chute des barils de pétrole, comme au début on pensait déjà être dans le l'Eldorado, on a mal géré. Et c'est ces conséquences qui répondent directement sur la presse aujourd'hui. Moi, comme certains disent, d'autres organes de presse sont manipulés. Ils ont raison d'accepter le pot de vin quelque part pour parler mal de l'action du gouvernement. Mais c'est pas normal, c'est pas déontologique. Mais laissez-moi venir, c'est pas normal, je sais. C'est pas normal. Mais c'est une des conditions pour la survie. Ils sont obligés de s'accrocher. Voilà. Ils ont tout la liste de la presse tchadienne à la présidence partout. Mais quand il y a des activités qui devront être rémunérées normalement, des fois quand le président de la République organise une conférence de presse, ils sont. Non, la presse est là. Oui. Oui, toute la presse. Quelle presse? Quelle presse? Non, Bayrabé. Quelle presse? J'ai eu la chance. C'est moi. J'ai eu la chance. Avec une minute. J'ai eu la chance. Je sais que tu as réajusté ton micro plusieurs fois pour parler. Ouais. Mais j'ai eu la chance d'y assister. Oui, vous avez eu la chance. La presse y est conviée. Non. Si. La presse nationale et internationale. Quand le président de la République dit que la presse est invitée, on a invité tout le monde. Mais tout le monde, on sélectionne les gens. Et même quand vous arrivez à la présidence, on sélectionne certaines, on leur distribue les questionnaires et puis ils posent. Il faut qu'on dise la réalité en face. Ouais, une minute. Abbé, il faut citer, oui. La réalité, nous avons en face. Ouais. Si vous avez accès à la présidence, je ne sais pas quel est votre agenda, votre carnet d'adresse. Non, c'est pas question de carnet d'adresse. Attendez, oui. J'arrive. On a l'impression qu'au Tchad, on donne trop de l'impression à une presse qui vient.
Entre-temps, si vous êtes reçu plusieurs fois, je sais que vous êtes enfant immédiat. Ça, je ne dis pas le contraire. Aujourd'hui, même si c'est un organe de presse qui ne publie pas ailleurs, qui vient du Cameroun, qui vient, j'ai vu par exemple Ben Malala. Il ne représentait pas la presse internationale. Non. Et j'en ai vu plein d'autres. Non, Ben Malala, c'est pas ça. C'est pour dire que ce n'est pas tout simplement la presse internationale. Mais même la presse nationale. On a l'impression que c'est la presse internationale qui est priorisée. Or, le Tchadien ne lise pas ce qu'on vient écrire au public. Un Tchadien connaît ça. Un Tchadien ne lit pas ça. Au lieu de faire avec les moyens de bord, on préfère le faire avec ce qu'on ne peut pas faire. Et le public tchadien ne s'informe pas de ça. Nous, particulièrement, j'ai écrit à la présidence là. Je voudrais une audience avec le chef de l'État avant les élections de 2016. On m'a blagué. Mais Abbé, seul, ce n'est pas possible. Peut-être s'il y avait un regroupement, comme disait Ben Malala, ça pouvait. On ne peut pas aller à un regroupement. J'ai mon organe, j'ai mes préoccupations. Justement, voilà. Là, vous centralisez la question. Non, c'est pas forcément dit. C'est pas forcément dit. Ce n'est pas une conférence de presse. C'est moi qui ai sollicité. Ce n'est pas une conférence de presse. Voilà ce qui n'est aujourd'hui. Si les autres acceptent, ne le condamnez pas. Il faut chuter Abbé. Nous sommes déjà à la fin. Ne le condamnez pas. Parce qu'ils ne les inquiètent pas, c'est comme ça qu'ils empruntent ce chemin-là. Donc, moi, personnellement, je ne donne pas tort. Et si moi, je suis tenté par ça, je sais que ça fait 5 ans que je ne bénéficie de rien. S'il y a quelque chose qui peut me sortir de je le fais, moi. Je le fais. Et c'est à mon engagement. Bayrabe Ouaye. Merci Moubarak parce que... C'est le mot de la fin. Oui, comme vous l'avez dit que le temps... Bayrabe, 1 minute. Abbé sollicite le chef d'État par rapport à des interviews, ce qui est normal. Mais si c'est Abbé, si c'est Bayrabe, si c'est Haroun, s'il y a un regroupement, c'est plus facile pour le chef d'État de vous recevoir ensemble. Je pense. Le chef de l'État n'a pas refusé de nous recevoir parce que dernièrement, quand la Hama a refusé de nous octroyer l'aide à la presse et qu'elle a coopté ses copains pour leur donner l'aide à la presse, nous avons écrit au chef de l'État. Oui. Le chef de l'État étant occupé, on était reçus par le dictat de la présidence qui a bien fait. Et même si on n'a pas eu comme les autres, on a eu quand même 500 000. Et pour ça, nous avons remercié le chef de l'État. Le chef de l'État n'est pas mauvais. C'est pas parce que le haut-parleur tire sur le pouvoir, sur ce plateau, le haut-parleur va dire que le chef de l'État est mauvais, mais c'est les gens qui entourent le chef de l'État qui sont mauvais. Je veux parler ici de la liberté de la presse. Quand Idriss Déby est arrivé en 90, il a dit combien d'exemples? Ni or, ni argent, mais la liberté. La liberté de la presse, oui. Idriss Déby a donné la liberté de la presse. Mais vous savez, ceux qui sont autour d'Idriss Déby, ce qu'ils font, ils brandissent à Déby, oui, il y a la liberté de la presse, mais ils nous cient. C'est possible de rentrer dans les détails? Oui, je suis en train d'entrer dans les détails. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand, par exemple, le président le plus dit qu'il va s'adresser à la nation, invitez-moi toute la presse. Il le dit très souvent. Il le dit, mais on n'invite pas toute la presse. On envoie des invitations coptes. Les gens vont les avoir des invitations. Quand nous, on les appelle, on dit, mais comment ça se fait-il que le président de la République veut recevoir toute la presse et vous ne les invitez pas? Je connais ce pays depuis un certain temps. Oui. Et Ben ne me démentira pas. Il y a des DP qui ne font pas des efforts en matière de présence sur le terrain, en matière de visibilité. Aujourd'hui, vous allez m'obliger à dire ce que je ne veux pas dire. Être invité. Oui. Non, mais si par exemple on invite Bayrabe Ouaye, Bayrabe est un Sao, il fait des efforts, c'est difficile. D'autres dorment sur la laurier. Je suis désolé, je ne voudrais pas donner des noms ici. On n'invite pas n'importe qui à la présidence, Bayrabe. Et vous voulez dire que les directeurs de publication sont de n'importe qui? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Ils ne sont pas. Leur parution ne sous-tend et ne justifie pas leur présence quand le chef d'État invite. On vous invite quand vous êtes visible. On dit c'est notre. On appelle ça quoi?
la déclaration à la nation. Ouais. Le chef de l'État doit écouter tout le monde. Est-ce qu'on se comprend? On est des Même le présidents bandit pareils. qui est là au marché de Tembe, en train de manger le chombo-chombo, si aujourd'hui il veut rencontrer le chef de l'État doit l'écouter. Même si par d'autres canaux. Vous voyez? Aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce n'est pas le chef de l'État qui est mauvais, mais c'est ceux qui l'entourent. Ben Malala va chuter. Non, j'ai pas fini, parce que vous dites que c'est la fin. Vous m'avez donné la parole, vous m'avez posé la question et j'ai pas fini. J'ai pas fini. Il faudrait que Nous avons un temps pour l'émission que nous avons largement dépassé. Si les autres ont parlé, il faudrait que je parle parce que Tout à fait. vous l'avez dit, il faut qu'on parle aussi de la liberté de la presse. Tout à fait. Oui, la liberté de la presse, elle est là. Oui. Mais les gens font semblant. Par exemple, la loi. C'est jonché d'embûches. Oui, la loi, jonché d'embûches, la dernière loi Oui. qu'ils ont sortie. Et ils ont inventé des choses juste pour casser la presse, pour fermer les organes de presse. Et sachant très bien qu'à l'Assemblée, ce sont des gens aussi qui n'aiment pas la presse, ils ont voté. Et aujourd'hui, on est en train de subir. Voilà. Donc, je vais finir en disant ceci parce que il y a quelque chose qui me tient au cœur. Je dois le dire. Le chef de l'État a fait son discours le 24 mars pour prendre des décisions. Et depuis le 19, Pour la guerre contre le Covid-19. Le 19 mars, les frontières sont fermées. Mais les cas là sont entrés par eux. Et on nous dit que c'est des cas qui sont venus d'ailleurs. Les frontières sont poreuses. Non, s'il vous plaît. Oui. La parole du chef de l'État, on doit la respecter. Ça, c'est un. De deux. Moi, j'étais orphelin tôt. Orphelin de père tôt. Et ma maman a préparé la Bible. C'est pour vous dire que c'est l'alcool local pour me nourrir, pour m'inscrire à l'école. Je suis devenu ce que je suis. Ils ont fermé les cabarets des pauvres femmes depuis le 19 mars. Jusqu'à aujourd'hui, un franc, ces femmes n'ont pas eu. Ces femmes-là vont manger la terre. Ce sont des mesures d'accompagnement. Non, ce sont des mesures d'accompagnement, mais on ne peut pas prendre des décisions sans mesures d'accompagnement, comme vous le dites. On ferme le cabaret d'une pauvre femme, d'une veuve, qui ne s'occupe que, qui ne fait que de la bilibili, de l'alcool, de la bière locale pour s'occuper de ses enfants. Le président de la République a donné des mais mesures le président de la d'accompagnement. République, depuis le 19 mars jusqu'à aujourd'hui, là, ces femmes-là ont mangé quoi? Au lieu qu'on commence d'abord à donner de quoi à ces gens pour qu'ils vivent, on donne l'électricité gratuitement et on donne l'eau gratuitement. Est-ce que ces pauvres femmes-là ont de l'électricité chez elles? Est-ce qu'elles utilisent de l'eau de la STE? Elles n'utilisent pas ça. On doit d'abord s'occuper de ces pauvres femmes. On doit leur donner ne serait-ce qu'un sac de mie ou peut-être du sel pour préparer. Et aujourd'hui, on parle de 960 quelques milliards. Donc on a décaissé dessus 200 milliards. Oui, mais les gens sont en train de mourir de faim. Ces pauvres femmes sont en train de mourir de faim. Les gens qui se débrouillent par les grillades de viande, ils sont en train de mourir de faim. Les pauvres gens qui s'occupent en conduisant les bus, ils sont en train de mourir de faim. Il faudrait que le chef de l'État s'occupe d'eux. Sinon, on va avoir plus de morts de faim que de morts de Covid. Ahmad Haroun Larry. Avant de commencer, il faut que je réponde à lui d'abord. Oui. Il a cité les gens que pour moi, les gens qui ont un peu. Les pauvres femmes qui disent elle a un peu de réserve. Celui qui fait les grillades, il y aura des réserves. Mais les jeunes chômeurs qui n'ont rien là, c'est eux qui vont mourir plus. Parce qu'ils n'ont jamais travaillé et c'est eux qui sont majoritairement. Les pauvres femmes qui prennent 750 francs. 750 francs par jour. Quand une femme vient préparer dans son cabaret, on paye que 750 francs. Vous avez dit que des gens comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué, je sais. Voilà. Mais on ne fait pas laisser les gens mourir. En réalité, on doit... sont en train de mourir parce que hier, quelqu'un m'a dit qu'il y a 241 enterrements à la Madi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est vrai. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir. Nous sommes tous d'accord. Le président de la République a pris des engagements. Il a dit, il a fait confiance à un comité de veille qui est là. La question maintenant, pourquoi les gens ne sont pas en train de donner ce que le président a mis en place à ces pauvres-là? Pourquoi ils sont en train de se moquer de nous? À la télé, on voit seulement un petit sac de riz mélangé avec haricots et des pâtes comme ça, ils sont en train de distribuer seulement 100 par arrondissement. Ça, ce n'est pas l'ONASA. Non. Ça, c'est la Fondation Grand Cœur qui fait ses dons et puis d'autres associations. Ils ont signé pour les sensibiliser avec le comité de veille. C'est eux qui sont au nom de la société civile. Donc, même si c'est Grand Cœur, c'est au nom du comité de veille qu'ils ont signé, qu'ils sont en train de faire. En réalité, ce qu'on est en train de dire, l'eau et l'électricité, c'est pour les gens un peu nantis. Mais les autres là sont en train de... Nous sommes tous d'accord. Mais le problème est là. Maintenant, c'est comme dit Ben Balala, on doit écrire ensemble.
on doit faire des plaidoyers. Le mal est déjà là. On veut ou pas, le mal est déjà là. Le comité de veille, comme j'ai dit, ils ont échoué. Le ministère de la Santé est responsable de tous ces morts. Parce que les médecins ont crié, beaucoup ont dit ce qu'il faut dire, ce qui ne va pas. La presse n'est pas impliquée, la société civile n'est pas impliquée. Et ces décisions-là, vous sentez très bien que ceux qui ont écrit, ils n'ont pas de soucis. Parce qu'ils ont écrit à leur manière. Donc, le président de la République, il ne fait qu'attendre aux techniciens. Moi, aux Journées internationales, à cette journée, pour dire, j'encourage la presse à être régalien, à faire vos revendications, même si c'est comment, moi je suis fatigué de ces responsables directs, indirects là. Il faut écrire directement au chef de l'État. Celui qui a prêté serment de nous défendre, celui qui est le responsable de notre vie, ce n'est pas ces petits comités qu'on met, que les gens veulent s'enrichir là. Donc, même si je commence, on doit accepter ce qui s'est passé, on fait le plaidoyer ensemble pour que les choses changent. Parce que même si on crie comment, le mal est déjà là. Oui, merci. Moi, je crois que nous avons un peu oublié de faire l'historique de cette journée du 3 mai qui a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, suivant donc la recommandation adoptée par la 26e session de la conférence générale de l'UNESCO en 1991. Donc, ce fut également une réponse à l'appel des journalistes africains qui, en 1991, ont proclamé la déclaration de Windhoek sur le pluralisme et l'indépendance des médias. Donc, tous les ans, la Journée mondiale de la liberté de la presse permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. Aujourd'hui, je voudrais à cette occasion rendre un hommage mérité aux journalistes comme Stéphane Ouai, comme ABAD et les autres confrères, qui, au risque de leur prix et de leur vie, se décarcassent pour informer très peu de moyens, avec très peu de moyens, avec tous les risques possibles, pour informer l'opinion nationale et internationale sur tout ce qui se passe au Tchad, surtout en matière de respect de droits, de liberté, de droits humains et autres. Je pense qu'il est normal que je puisse rappeler au pouvoir public. Aujourd'hui, la presse, dans son ensemble, n'est pas contre un système ni contre un régime. C'est ce que les gens doivent comprendre. Si aujourd'hui, chacun d'entre nous a choisi sa ligne éditoriale, c'est simplement une manière de contribuer d'une ou autre manière dans la marche de la démocratie. Aujourd'hui, la démocratie a plusieurs exigences. Il faudrait que les gens comprennent. Si on ne critique pas, si on ne dénonce pas, je crois que c'est une démocratie qui n'est que des noms. Donc je voudrais que pour l'année prochaine, que le pouvoir public puisse décider de saisir cette opportunité pour ne serait-ce que écouter, entendre les organisations professionnelles, s'il le faut, les journalistes de manière individuelle, pour en faire de leurs recommandations, de leurs attentes-là, une politique nationale de la presse, je voudrais pas de communication, mais de la presse qui puisse lui permettre d'avoir une presse libre, une presse indépendante, une presse patriotique, une presse nationaliste, une presse qui dit la vérité sans haine, sans se charger sur une seule personne. Je pense que c'est une occasion, mais ça fait des années que le pouvoir public a raté cette occasion et qui pense que c'est une occasion où il faut faire une déclaration pour tirer chapeau aux journalistes, mais je crois que ça me ressemble à une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Et il faudrait, donc je pense qu'il faut regarder dans le bon sens pour pouvoir faire développer notre pays. Pour conclure, parce que c'est l'actualité, en ce qui concerne la lutte contre le Covid-19, je pense qu'il faut une assise inclusive dont toutes les couches socio-professionnelles soient représentées, tout en respectant les mesures barrières, afin d'élaborer un autre plan de riposte, accompagné d'un plan stratégique de communication afin de lutter contre ce mal. S'il faut continuer dans cette lancée, je pense que lorsqu'on va se réveiller, ça serait trop tard et le Tchad risque d'être le pays africain qui aura plus perdu dans cette lutte. Ne le souhaitons pas. Merci.
Tchad 24, c'est bien entendu Zapresse. Vous savez, j'aime toujours le dire, hein, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les invités de cet après-midi ont dans le cœur, n'est-ce pas, le drapeau national, ont dans le cœur l'hymne national, et c'est rempli de ces émotions-là qu'ils essayent. Quand on aime bien, on châtie également bien. Donc, merci de nous avoir accordé du crédit, merci de nous avoir suivis. L'émission est un tout petit peu débordée, ça ne me ressemble pas, mais vous savez, quand on est entouré de confrères à la confraternité, ce n'est pas évident. Merci à Abbé Havel, directeur de publication de l'association. Merci à Bayrabe Wari, directeur de publication du Haut-Parleur. Merci à Benhamona. Merci aussi en tant que journaliste, bien entendu au ministère de l'Éducation, en tant que sujet de veille, d'analyse et d'information. Je remercie également Ahmad Haroundari de la société civile. Je vous assure que tous les jours, ce jeune homme-là, il part positivement. Ce fut un réel plaisir. On va se retrouver dans d'autres cadres d'émission, déjà demain, par rapport à Actu Covid-19. Vous êtes sur Tchad 24, nous sommes sur les réseaux sociaux, je suis Moutoukali. Bonsoir ou bon après-midi. Merci. Salam alaikum, je suis Néné Fatima Ibrahim, journaliste à Tchad 24. Je vous souhaite Ramadan Karim. أنا عائشة صالح سليمان مذيعة في قناة تشاد 24 وأتمنى لكم رمضان كريم. Assalamu alaikum, je suis Alamine Abdoulaye, technicien à Tchad 24. Je vous souhaite Ramadan Karim. أنا عثمان آدم عثمان صحفي بقناة تشاد 24. أتمنى لكم رمضان كريم. Salam alaikum, je suis Zala Djali Soumaïn, journaliste sur Tchad 24. Je vous souhaite Ramadan Moubarak.